Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par l'ASBL FEBI. Nous passerons ces 2 prochaines heures à décrypter le mode d'emploi des collaborations harmonieuses. Comment les mettre en place? Comment donner du feedback? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui parmi nous Nathalie Gilly de Zoupiti Zoup. Nathalie, je vous laisse vous présenter. Bonjour Camille, bonjour à tous et toutes. Je suis donc Nathalie Gilly et je viens avec mon mot magique. Mon mot magique, c'est Zoupiti Zoup. Parce que moi, au quotidien, ma mission, c'est de nourrir la cohésion des groupes, le bien-être des individus et l'expertise des pros de l'accompagnement. Et je fais ça avec ce petit grain de, OK, comment est-ce qu'on peut changer des choses très facilement qui vont avoir un effet direct. C'est mon idée pour ce webinaire, c'est vraiment de vous donner des outils qui vont vous servir dès la fin de cette présentation. Et pour ça, je mets mes casquettes de coach, de superviseuse, de facilitatrice. Je viens, j'écoute et je sors mes outils. Eh bien Nathalie, bienvenue, merci d'être là parmi nous et surtout merci d'avoir accepté de nous partager vos conseils et vos outils. Je m'appelle Camille Deneux et j'aimerais maintenant prendre quelques instants pour vous présenter l'ASBL FEBI pour laquelle je travaille. FEBI regroupe les fonds sociaux fédéraux et bicommunautaires du secteur non marchand, principalement ceux liés à la santé et aux soins, comme le secteur des hôpitaux ou celui des personnes âgées, mais comme vous le voyez à l'écran, pas seulement. Chez FEBI, nous avons 2 principales missions. D'un côté, soutenir la création de l'emploi dans le secteur non marchand via les fonds Maribel et de l'autre, développer l'acquisition de nouvelles compétences. Vous souhaitez en savoir plus sur nos actions? N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.fe-bi.org. Alors, pour en revenir maintenant au programme de ce webinaire, celui-ci sera divisé en 4 parties. La première partie, intitulée « Ça commence par moi ». La deuxième, comment comprendre les autres. Puis nous verrons comment communiquer de façon satisfaisante. Nous terminerons par une séance de questions-réponses. À ce sujet, pour poser une question à notre intervenant, vous pouvez cliquer sur le bouton « Poser une question » qui s'affiche en bas à droite de votre écran lorsque vous bougez votre curseur. N'oubliez pas de cliquer sur « Soumettre » afin que celle-ci nous soit envoyée. Il est possible de poser des questions tout au long du webinaire, mais celles-ci ne seront abordées qu'à la fin. Le PowerPoint ainsi que le replay du webinaire sera disponible sur notre site internet. Nathalie, je vous laisse la parole. Merci Camille. Et donc la première partie, ça commence par moi. Et donc afin de bien commencer ensemble, j'ai envie de vous inviter toutes et tous à juste vous assurer que vous êtes dans une situation qui est confortable pour vous. Donc moi par exemple, il y a un truc, c'est que j'ai remarqué que j'animais beaucoup mieux quand j'avais pas de chaussures. Donc si vous le permettez, je vais enlever mes chaussures. Je vous invite, alors pas à enlever vos chaussures, vous pouvez bien entendu, mais en tout cas à faire ce dont vous avez besoin pour que ce moment soit confortable pour vous, que ce soit la façon dont vous êtes assis ou assise, que ce soit une boisson que vous ayez à disposition. Prenez vraiment ce moment pour trouver la meilleure posture pour suivre ce webinaire. Prenez aussi le temps juste de respirer avec moi et de sentir, tiens, comment est-ce que je me sens vraiment en ce début de webinaire ? Bienvenue à celles et ceux qui sont fatigués. Bienvenue à celles et ceux qui ont la pêche. Bienvenue à celles et ceux qui se demandent un peu où ils se trouvent là juste maintenant. Bienvenue à celles et ceux qui se réjouissent, qui ont des difficultés, qui viennent de loin. Bah non, vous ne venez pas de loin, vous êtes chez vous. Ou là où vous travaillez. Bref, bienvenue, quel que soit votre état. Je me réjouis vraiment de passer ce moment avec vous. Et la première chose que j'ai envie de partager aujourd'hui, je sors ma télécommande magique, c'est un outil que j'utilise énormément, qui est un outil de positionnement. Et cet outil, eh bien, il s'agit simplement de se positionner par rapport à une ligne. Et par rapport à cette ligne, je peux être soit au-dessus, soit en dessous. C'est assez binaire, on est rarement à moitié. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est que quand je suis en dessous de la ligne, je vais plutôt être fermée, défensive, déterminée à avoir raison. Je vais imaginer que je suis peut-être un petit peu menacée. Je vais imaginer que c'est très important d'avoir raison.
quand je suis au-dessus de la ligne, je vais plutôt être ouverte, curieuse, déterminée à apprendre. Et ce modèle, il vient du Conscious Leadership Group, qui ajoute une distinction entre le fait que si je suis en dessous de la ligne, j'ai l'impression que c'est peut-être les autres qui sont à blâmer, que les choses m'arrivent. Et c'est pour ça qu'ils disent « to me ». Donc c'est des choses qui se passent pour moi, mais je subis un petit peu. Par contre, quand je suis au-dessus de la ligne, j'imagine que je suis la créatrice de ce qui est en train de m'arriver. Donc c'est by me. C'est la distinction que le Conscious Leadership Group fait entre deux états dans lesquels nous pouvons nous trouver très régulièrement. Alors, je propose donc du coup de demander à notre public où est-ce qu'il se situe le plus souvent par rapport à cette ligne. Donc, vous verrez à votre écran s'afficher un petit quiz. Donc, n'hésitez pas de cliquer et surtout de cliquer sur « Envoyer » pour que nous puissions avoir les réponses. Alors, en attendant que le public nous donne où il se situe, qu'est-ce qui se passe, Nathalie, si on se retrouve en dessous de cette ligne ? Mais ça arrive très souvent qu'on se retrouve en dessous de la ligne. Ah, j'ai l'impression je pense qu'on devrait encore être... Oui, pardon, je gère les aléas du direct. Ça arrive très souvent qu'on se retrouve en dessous de la ligne parce qu'en fait, nous sommes programmés pour être attentifs et attentives aux menaces qui peuvent nous arriver. C'est une programmation qui date des temps immémoriaux où il pouvait arriver des choses qui pouvaient mettre notre vie en danger. Et en fait, notre cerveau, il a gardé ce réflexe. Et donc, parfois, j'ai l'impression que je suis menacée. Et en fait, c'est juste mon ego qui se dit « oh là là, au secours, au secours ». Et donc, je bascule en dessous de la ligne, je me mets en mode défensif parce que je suis stressée, parce que la personne dit quelque chose qui ne me convient pas et qui me rappelle quelque chose qui ne me va pas, parce que cette personne-là, elle ressemble à mon papa et ça me fait peur, parce que j'ai mal dormi, pour plein de raisons qui vont faire que tout d'un coup, je ne suis plus en état d'être dans la curiosité et l'ouverture. Alors, je vois que notre public commence à répondre. Voilà, et à 78%, il se situe au-dessus de la ligne et 22% quand même en dessous de la ligne. Donc, est-ce qu'on peut donner un conseil à ces 22% qui se situent plutôt en dessous ? Comment faire pour qu'ils reviennent au-dessus ? Alors, moi, déjà, je peux rassurer tout le monde, je n'ai encore rencontré personne qui se situe en permanence au-dessus de la ligne. Nous sommes tous et toutes appelés à voyager. Et donc la question, c'est comment est-ce que je peux faire pour avoir accès à cette curiosité, à cette ouverture ? Et donc, je vais peut-être dissocier deux cas de figure. Il y a le cas de figure où tout d'un coup, il m'arrive quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire ? Et donc dans ce cas-là, pour moi, la méthode absolue qui est toujours à dispo, que j'ai sur moi, c'est que je peux respirer. Donc je vais pouvoir prendre une grande inspiration, revenir vers moi. Et qu'est-ce qu'elle fait, l'inspiration ? En fait, elle informe notre système nerveux que j'ai assez d'oxygène, que je suis assez en sécurité et que je peux avoir accès à mes ressources. Donc, vous avez un ou une collègue qui vous dit un truc qui n'est pas du tout OK. Respirez. Un patient ou une patiente qui vous sort un petit peu par les narines. Ça arrive. J'inspire. Donc ça, c'est dans l'urgence. Pour moi, la respiration, c'est le meilleur des outils dans l'urgence. Ensuite, je pense que de façon structurelle, c'est très, très important d'identifier, et là, nous sommes tous et toutes vraiment différents et différentes, mais identifier qu'est-ce qui, moi, va m'amener en dessous de la ligne. Par exemple, moi, personnellement, je sais que si j'ai pas eu du temps pour moi, très vite, je deviens nerveuse. Et donc, qu'est-ce que je fais structurellement ? C'est que j'ai des moments de ressourcement. J'ai mis ça dans mon agenda. Donc, moi, c'est une des façons de m'assurer qu'au quotidien, je suis au-dessus de la ligne. C'est de nourrir ces moments-là. Mais peut-être que vous avez tout à fait autre chose qui, de façon structurelle, va vous aider. Que ce soit le sport, voir des amis, dormir suffisamment. Mon Dieu, la fatigue est un sacré obstacle pour être au-dessus de la ligne. Donc, c'est vraiment avoir cette bonne hygiène de dire, je commence par moi. Et en fait, je prends soin de moi. Je sais que vous avez eu un autre webinaire avec Daniel De Wilde sur le fait de prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Et en fait, le fait de me mettre dans de très bonnes conditions va me permettre d'être beaucoup plus agréable avec les autres aussi et d'être au-dessus de la ligne. Parce que, évidemment, l'idéal, c'est de se dire, quand j'ai accès à ma curiosité, quand j'ai accès à toute mon ouverture, eh bien, ça va être beaucoup plus facile d'avoir des conversations intéressantes avec les gens avec qui j'ai envie de parler, des conversations constructives.
Alors, si on côtoie des personnes qui sont non-stop en dessous de la ligne, c'est pas évident. Comment on fait concrètement? Pourquoi est-ce qu'à nous de faire des efforts? Ok. C'est vrai que parfois on se dit, oh là, moi, ça y est, c'est encore moi qui suis le webinaire, alors qu'en fait, ma collègue Yvonne, là, hein, c'est elle qui devrait suivre le webinaire. Bon, Yvonne, je pense à toi. Je ne connais pas d'Yvonne, mais j'imagine que vous avez bien une Yvonne quelque part. Et donc, en fait, pourquoi je vous propose de commencer par vous? En fait, pour moi, c'est vraiment une solution d'efficacité. Et voici un deuxième outil qui, pour moi, est très, très, très utile au quotidien. Ce sont les zones d'influence. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est quoi? C'est que je peux ranger, classer tout ce qui concerne ma vie dans 3 zones. Il y a la zone hors contrôle, la zone d'influence et la zone de responsabilité. Dans la zone hors contrôle, vous allez trouver tout ce qui échappe complètement à notre contrôle. Que ce soit la météo, que ce soit une pandémie qui débarque, que ce soit une loi qui est passée sur laquelle je n'ai pas du tout de pouvoir. Et évidemment, si je mets de l'énergie à essayer de changer ça, c'est de l'énergie qui va s'évaporer et qui va être perdue. Ma zone d'influence, ça va être l'endroit où je vais avoir toutes les relations, tout ce sur quoi j'ai de l'influence. Mes collègues, ma famille, les endroits où c'est moi qui prends les décisions, tous ces endroits où finalement je vais être en interaction. Et l'idée à ce moment-là, bien entendu, c'est de faire sa part. Mais avec le doute de savoir est-ce que l'autre va aussi faire sa part. Ça, c'est vraiment le mystère dans ces cas-là, parce que moi, je peux faire ma part et Yvonne, hein ça arrive, oui. Ça arrive. Et donc, c'est là que moi, je me saisis de ma zone de responsabilité, parce que ma zone de responsabilité, c'est quoi? C'est l'endroit où moi, j'ai tout... Alors, je dis pas tout contrôle, parce que là-dedans, il y a des choses que je contrôle pas. Par contre, c'est là où c'est moi qui suis responsable. Et quand j'agis dans cette zone de responsabilité, il n'y a que moi là-dedans. Moi, avec mes émotions, mes réflexions, mes actions. Quand j'agis là-dedans, si je change quelque chose là-dedans, le changement, il est immédiat. Et il est tout à fait dans ma zone d'influence à moi. Et donc, si je décide que, moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire le max pour être au-dessus de la ligne, même si, soyons bien clairs, il y a des moments où je vais aller en dessous, eh bien, ça, au moins, c'est dans ma zone de responsabilité. J'en suis responsable, j'ai le choix. Et il y a des moments où je vais passer en dessous de la ligne. Et c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est de s'en rendre compte et de se dire, oh là, ok, là je suis en dessous de la ligne. Qu'est-ce que je peux faire pour remonter? Si je peux. Et parfois, je peux être coincée. Hein, on respire. Je sens qu'il va y avoir des circulations d'air dans tous les services. Je peux respirer, mais parfois, je peux aussi remarquer que je suis coincée. Hein. Ça arrive. Moi, parfois, je me regarde faire. Je vais raconter une histoire récente. Je me dépêchais pour prendre le métro parce que je rentrais chez moi après avoir conduit mes enfants à l'école. Et donc, je me dépêche. Et là, le métro qui arrive, je vois le métro qui arrive. C'est assez réel. Il y a juste 2 petites entrées, 2 petits passages pour y arriver. Je vois le métro qui arrive. Je veux la voir. J'ai besoin de la voir. Et là, je me mets en stress. Je me mets en stress parce que je sais que quelqu'un arrive chez moi à 9h, que si cette personne trouve porte de bois, ça ne va pas aller. Bref, je suis en dessous de la ligne totale. J'arrive là, il y a une foule de gens. Je ris déjà parce que je suis un peu gênée. Il y a une foule de gens et il y a un sas, les grands sas à la Steve, où vous pouvez passer avec un petit enfant avec vous. Je m'engouffre dans le sas très rapidement et là, j'ai 3 personnes qui me suivent. 3 personnes qui étaient en train d'essayer de faire la file, mais ça marchait pas, etc. Elles rentrent avec moi dans le sas. Et là, moi, la grande transmetteuse de bonne communication, de mots constructifs. Ils étaient néerlandophones. Né! De toute ma rage. Et alors les gens sont un peu saisis, ils sortent. Je file, je m'assieds dans le métro. Et là, je suis en sécurité. Ça y est, j'ai mon métro, mon stress redescend. J'inspire et je me dis... Oh, là, la communication. Et alors, j'aurais pu mieux faire, sauf que là, juste là, le stress a pris le meilleur sur moi. Et donc, j'ai fait de mon mieux. Et c'est ça aussi l'idée. Je fais de mon mieux. Mais par contre, j'investis cette zone de responsabilité. J'ai pas le choix de ce qui m'arrive, mais j'ai le choix de comment je vais réagir. Alors, Nathalie, c'est bien beau ces zones d'influence, mais comment faire quand le hors-contrôle est si terrible ? Ah, c'est vrai que le hors-contrôle, il y a tous ces trucs qui se passent chez nous, ailleurs,
tellement de difficultés. Et vous pouvez vous dire, ah oui, elle est bien, l'autre là, baba cool sur sa chaise, en train de nous dire qu'on a le choix, etc. Mais elle a quoi comme difficulté? Et c'est vrai, j'ai énormément de privilèges. Je coche presque, à part le fait que je suis pas un homme, je coche toutes les cases des privilèges. Mais ce truc de choisir, il vient pas de moi en fait. Il vient d'une personne que j'admire profondément, qui s'appelle Edith Eger. Et Edith Eger, c'est une Hongroise qui a émigré aux États-Unis et qui est psychologue. Et elle base tous ses accompagnements de psychologue sur la notion de choix, sur cette notion de « j'ai pas le choix de ce qui m'arrive, j'ai le choix de comment je réagis ». Ce qui m'est arrivé hors contrôle, la réponse est dans mon contrôle. Et alors vous pourriez dire « oui, Edith, c'est bien beau », mais sauf que Edith, elle a vécu ça de la façon la plus dingue qui soit, puisque Edith, elle a été envoyée à Auschwitz. Et sa maman, au moment où elles arrivaient à Auschwitz, lui a dit « personne ne peut décider de ce qu'on mettra dans ta tête ». Et ça l'a marqué très fort, Edith. Et donc, elle a vécu tout son passage à Auschwitz en tenant grâce à ça. Et elle a ensuite bâti son système d'accompagnement sur cette notion de choix. Elle dit « je n'avais pas le choix, mais j'ai décidé comment j'allais le vivre ». Et alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y a des gens qui viennent voir Edith et qui sont parfois presque un petit peu gênés parce qu'ils disent « ouais, moi, je viens vous voir, Edith, pour une histoire de choix de carrière, pour savoir si je fais quitter mon mari, mais vous avez été à Auschwitz, donc vous voulez vous dire, mais ceux-là, franchement... » Sauf qu'elle dit non, non. Si c'est un problème pour vous, il existe. Il existe ce problème. Mais par contre, le mécanisme est le même, que ce soit Auschwitz ou que ce soit un métro à attraper. Je ne choisis pas ce qui est en train de m'arriver nécessairement, mais je choisis comment j'y réponds. Et c'est vrai que c'est pour moi un message qui est très très inspirant parce que je peux avoir l'impression parfois que je suis coincée, que je n'ai pas le choix, mais il y a toujours moyen de décider comment je vais vivre ce qui est en train de m'arriver. Et leur contrôle, quand il est pénible, quand il est horrible, quand il est juste déprimant, et ça arrive, j'ai quand même toujours le choix de me dire, ok, qu'est-ce que moi je peux faire au quotidien? Et ne serait-ce que prendre ces belles respirations et essayer de rester au moins la plus ouverte et la plus accueillante, ou le plus accueillant, le plus ouvert, par rapport à ce qui est en train de se passer, et faire de mon mieux à mon échelle, puisqu'il y a tellement de choses qui nous dépassent, c'est peu, et en même temps, c'est déjà énorme. Et donc pour moi, quand je dis ça commence par moi, c'est vraiment cette idée de se dire, c'est moi qui ai le pouvoir finalement sur ma réalité. Et je sais que parfois, les gens me disent oui, mais avec la façon dont elle me traite, forcément, ça m'énerve. Ou bien, oui, mais moi j'attends des excuses. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui attendent des excuses. Mais quand vous attendez des excuses, ou bien quand vous dites ouais, cette personne-là, elle m'a dit ça, et forcément, j'ai réagi comme ça. En fait, ça veut dire que vous donnez à la personne le pouvoir de vous rendre heureux ou heureuse. C'est-à-dire que votre bonheur va dépendre de comment la personne vous traite. Non, faut pas. Vous trouvez qu'il faut pas, Gabi? Moi, perso, je préfère ne pas donner ce pouvoir-là. Et donc, c'est moi qui décide. Est-ce que je vais prendre ça personnellement? C'est moi qui décide. Et ici, j'ai une télécommande dans la main et j'ai une copine coach que je salue au passage, coucou Jeanne. Elle dit toujours, oui, il y a la télécommande. Il y a les gens, ils poussent sur la télécommande. Et il y a des gens, ils savent sur quel bouton pousser pour nous énerver. Hein. On les connaît, ceux-là et celles-là. Mais on peut enlever les piles à la télécommande. Hein. Tu peux pousser sur la télécommande, mais c'est moi qui décide. Oui, mais est-ce que je vais changer de chaîne ou pas? Est-ce que je vais me laisser attirer là en dessous de cette ligne? Ou est-ce que je fais ce qu'il faut pour rester au-dessus? Et donc c'est pour ça que je prends du temps aujourd'hui pour commencer par cette partie. Je me dis, ça commence par moi. Je commence par m'assurer que je suis en état d'aller vers le monde. Alors, ça ne veut pas dire que tout va se passer de façon merveilleuse, mais au moins, je me donne les meilleures chances. Je commence par ma zone de responsabilité. Et quand j'ai fait ça, alors forcément, ça va être beaucoup plus facile d'aller vers les autres. Et c'est là qu'on arrive à la deuxième partie, où l'idée, c'est vraiment de se dire, bon, ok, j'ai fait le ménage de mon côté, maintenant je peux aller au-dessus de ma ligne, vers les autres. Et pour ça, il y a vraiment une image qui est très parlante, que vous connaissez probablement, qui est l'image du 6 et du 9. Hein. Si je suis en dessous de la ligne, je peux me dire que non, c'est un 6, c'est tout, et c'est comme ça.
Ça peut être tentant. Mais le 6 est véritablement un 9 pour l'autre personne. Et parfois, c'est très compliqué. Je suis sûre, là, vous regardez l'image, vous dites, ben oui, évidemment, Nathalie, 6, 9, on a toutes les deux raison, titati, titata. Mais au quotidien, en toute honnêteté, est-ce que vous êtes vraiment prête et prêt à voir le 9 de l'autre personne ? Surtout quand c'est sur des choses qui sont importantes pour nous. Quand ça touche nos valeurs profondes, c'est compliqué de pouvoir avoir cette agilité d'aller voir le 6 et le 9 de l'autre. Et pour ça, il y a un outil qui est très, 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 très utile. C'est de poser des questions. Et là, je vous ai mis une petite distinction entre les questions fermées et les questions ouvertes, puisque l'idée, c'est quoi ? C'est que si j'ai vraiment envie de découvrir la réalité des autres, eh bien, je peux poser des questions ouvertes. Les questions ouvertes, c'est les fameuses questions du CQQ, C-O-Q-P. Donc, comment, qui, quoi, combien, où, il m'en manque une, quand et pourquoi. Donc, si je commence mes questions par un de ces mots-là, je vais forcément attirer des réponses auxquelles je ne m'attends pas. Si je demande à mon ou ma collègue, comment est-ce que tu préfères qu'on se dise bonjour le matin ? Je vais peut-être découvrir quelque chose d'intéressant. Si je demande aux personnes qui m'entourent, c'est quoi toi qui t'énerve à tous les coups ? C'est des bonnes questions à poser autour de nous. C'est pas évident parce qu'il faut aussi un bon moment, il faut un moment propice aussi. Parce qu'on a toujours j'ai toujours l'exemple du comment ça va dans le couloir où en fait on a à peine le temps de répondre, la personne est déjà partie. Oui, il faut parfois faire un moment. Je sais pas si vous avez déjà essayé de dire comment ça va pas. Oui, c'est ça en fait. Il y a des questions que parfois les gens posent où en fait c'est de la pure formalité. En fait. Oui, c'est vrai que le coucou ça va, oui ça va, et soit ça va, oui ça va. En fait, je ne sais pas comment vous le vivez, mais moi j'ai l'impression que c'est une autre forme du bonjour. Et d'ailleurs, c'est vrai que souvent, moi je demande non, comment ça va vraiment ? Oui, mais je vous rejoins, pardon. Ce moment d'échange, je sais pas, la machine à café. Alors, il peut y avoir, ça c'est à nouveau, je vous invite à sentir ce qui est juste aussi chez vous, à voir aussi un peu vos dynamiques d'équipe. Est-ce que vous avez des moments informels ? Et ça, c'est aussi une bonne question à se poser. Est-ce que, quand on est pressé par le quotidien, parfois ça arrive, je passe de patient en patient, de situation en situation, peut-être que justement, j'ai même pas ce temps où m'arrêter avec mes collègues. Et ça, c'est intéressant de se dire aussi, oui, est-ce qu'il n'y a pas un moment où je pourrais inviter ça ? Quand on mange ensemble, réunion d'équipe. Commencez par les réunions d'équipe simplement par, tiens, c'était quoi votre meilleur moment de la semaine passée ? Ou bien, traiter l'un ou l'autre sujet, mais c'est vrai, je vous rejoins complètement, c'est intéressant d'avoir des espaces pour faire ça. C'est ça. Que ce soit autour d'un café, que ce soit dans un espace qui est créé pour, mais avoir ce moment où nous pouvons finalement nous connecter et aller vraiment découvrir la réalité des autres personnes. Parce qu'il y a toutes les histoires que je me raconte, mais ça ne veut pas dire que, j'ai beau me dire que c'est un 6, la personne, elle le vit pas, peut-être pas du tout pareil. Et ça me rappelle cette histoire... Camille, où il y a un singe qui voit « Oh là là, mon Dieu, il y a là un être en train de batailler dans l'eau. Je vais le sortir pour qu'il ne se noie pas. » Et il sort le poisson de l'eau et il le pose sur une branche. Et patatras, le 6 et le 9 dans des conséquences absolument désastreuses. Et ça peut arriver en moindre mesure, bien entendu, mais c'est très important de ne pas projeter notre 6 sur le 9 des autres parce que ils vivent peut-être tout à fait autre chose et nous n'avons aucune idée de ce qui est en train de se passer dans leur vie. Je raconte régulièrement cette histoire où il y a un couple qui traverse la ville de Bruxelles. Je ne sais pas si vous roulez parfois à Bruxelles, mais la circulation, c'est quelque chose. Et donc, ce couple roule dans la ville de Bruxelles et il transporte une marmite de soupe. Et évidemment, ils roulent très, très, très lentement. Et ils se font invectiver. Oh là là, ils s'en prennent, mais plein leur grade. Et à un moment, ils s'énervent. Ils disent, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça ? Et en fait, simplement, les gens ne réalisent pas qu'ils transportent une marmite de soupe. Et autour de nous, nous avons toutes sortes de gens avec toutes sortes de marmites, de toutes les formes et de tous les contenus. Et nous-mêmes, nous transportons nos marmites. Et donc l'idée, c'est d'avoir cette ouverture et de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait que cette personne peut-être m'a pas dit bonjour ? Qu'est-ce qui fait que cette personne a réagi d'une façon qui me paraît un peu étrange ? Et là, poser des questions, c'est très, très, très utile.
Ok. Outre ces questions qui peuvent être vraiment éclairantes, y a-t-il des modèles qui peuvent aider ? Alors, il y a des modèles qui sont assez populaires, notamment les modèles autour des types de personnalités. Et nous allons en parler maintenant ensemble. Mais avant ça, j'avais envie quand même de prendre une petite précaution, parce que pour moi, ces modèles, c'est une merveilleuse porte d'entrée pour les échanges. Ça va nous permettre de nous découvrir, justement, d'avoir ces conversations autour de nos façons de fonctionner. Après, ce ne sont pas des étiquettes. Donc l'idée ici, je vais vous présenter un modèle qui est basé sur 2 axes qui vont amener à des définitions de cadrans où il y aura des personnalités qui vont émerger. L'idée, c'est surtout de les prendre avec toute la prudence qui s'impose et la distance qui s'impose, parce que moi, je les utilise jamais tout seul. Je les utilise jamais tout seul. En général, ce que je fais, c'est quand j'ai un accompagnement d'équipe, il y a un moment où on va prendre ce biais-là pour pouvoir avoir des conversations autour de nos modes d'emploi, de comment moi je fonctionne, comment toi tu fonctionnes. Ce que j'aime beaucoup avec ce modèle-là, par contre, c'est qu'ils vont vraiment nous donner l'occasion d'être à la fois tolérants et tolérantes par rapport à la réalité des autres, mais aussi de nous donner à nous des outils pour aller rencontrer leur monde. Et donc ces modèles, ils sont basés en général sur un test qu'on va faire et qui va décrire 2 axes. Donc il y a 2 axes que vous voyez à l'écran. Il y a un axe où vous allez voir qu'il y a des personnes qui sont plutôt dans un système orienté vers les tâches, d'autres vers les relations. Et il y a un autre axe qui est, est-ce que je suis plutôt en mode affirmation haute ou affirmation basse, donc plutôt extraverti ou plutôt intraverti. Et donc en découvrant, en répondant à ces questions, je vais arriver à finalement une caractérisation qui est liée plus ou moins à un de ces 4 cadrans. Et donc ici, je vais prendre l'exemple du DISC, mais il y a aussi les styles sociaux, il y a Insight. Je sais que là où moi je me suis formée au BAO, on utilise plutôt les styles sociaux puisque le test a le mérite d'être gratuit. Et moi, pour vous, j'ai fait le DISC pour moi la semaine passée. Donc j'ai testé le DISC et voilà ce que ça donne. Alors, pas les résultats de mon test, mais ce que se donne le modèle du DISC. Donc, DISC, c'est pourquoi ? C'est pour 4 lettres qu'on va découvrir ensemble. Et donc, l'idée, c'est que ces 4 lettres, ces 4 types de comportements vont indiquer des préférences comportementales. Et alors, personne n'est une couleur. Nous sommes tous et toutes des arcs-en-ciel, puisque nous avons tous et toutes dans nous, un petit peu de ces quatre teintes. Et selon les contextes, selon comment je me sens, on va aller plus vers l'une ou l'autre tendance. Et donc, la première tendance, pour les personnes qui sont vraiment dans cette extraversion, dans cette affirmation haute et qui sont plutôt orientées tâches, ça va être la dominance. La dominance, c'est quoi ? Ce sont des personnes qui vont être motivées par le fait d'avoir des résultats. Il faut que ça avance. J'imagine que vous avez déjà des gens qui apparaissent, ou peut-être que vous vous reconnaissez. Donc, c'est la personne qui, en réunion, va dire « Bon, oui, ok, c'est bien beau, mais l'ordre du jour, là, on en est où, là, hein, parce qu'il est temps d'avancer. Hein. Oui, ok, on papotera au moment au café. Maintenant, je voudrais bien qu'on ait une décision. » Donc, c'est des personnes qui vont être très, très utiles quand il s'agit de trouver des solutions, d'avancer. Hein. Ce sont les personnes qui vont pouvoir vous envoyer un mail très, très facilement en disant pour info, ou pour vous dire voici la réponse, ou sans mettre de fioritures là tout autour, parce que pour ces personnes, c'est pas qu'elles sont insensibles, c'est pas qu'elles sont mal polies, c'est simplement que pour elles, le but c'est d'être efficace. C'est d'arriver à des résultats. C'est des personnes qui vont être dans l'action et qui vont trouver vraiment des solutions pour que les choses fonctionnent. C'est la personne qui, quand l'ascenseur est en panne, va commencer à dire « Allez hop, on monte par les escaliers !» Et elle va emmener tout le monde monter par les escaliers parce que ça lui paraît la solution la plus simple, la plus efficace. Ce sont des personnes qui, parfois, sont vécues comme agressives ou autoritaires, alors que eux, leur but, c'est quoi ? C'est d'avancer, c'est d'être énergique, c'est de faire progresser les choses. Et évidemment, comme toujours, hein, on va avoir des systèmes de perception qui se mettent en place là-dedans. Hein. Alors, si je continue mon petit tour, nous avons aussi les personnes qui vont être plutôt dans l'affirmation haute, mais plutôt orientées relation. Et ça, c'est l'influence. L'influence, c'est la personne qui va
dire bonjour à tout le monde, qui va s'assurer que l'ambiance soit au rendez-vous, qui va être génial pour aller présenter le nouveau projet à la direction parce que il sait ou elle sait comment vendre un peu sa camelote. Il va enfin sa camelote, c'est pas nécessairement de la camelote, c'est pas nécessairement de la camelote, mais il y a un côté un petit peu charismatique comme ça qui va aller dire ouais, c'est la personne qui a besoin de reconnaissance. C'est très très important pour cette personne-là de vivre la reconnaissance. Et donc, c'est la personne qui va mettre du liant, qui va mettre l'ambiance et qui, parfois, va perdre un petit peu de vue les objectifs, parce que pour cette personne-là, ce qui est important, c'est vraiment, oui, que à la fois nous passions un bon moment et aussi que ce soit agréable pour tout le monde. Il y a une notion de plaisir. Le jaune, c'est la couleur du soleil. Donc, ça va être vraiment des personnes qui vont avoir à cœur que ce soit agréable, que ce soit joyeux. C'est des personnes qui souvent sont bien vécues, mais qui peuvent aussi être vécues comme soit bruyantes, soit dispersées. Et donc, à nouveau, on peut avoir une tendance plus ou moins grande à aller vers l'influence. Si je continue mon tour, quand je descends dans notre tour, les personnes qui sont orientées relations, mais qui sont plutôt dans une affirmation basse, ça va être les personnes qui vont faire preuve de stabilité. Ça, c'est les personnes pour qui l'harmonie est extrêmement importante. Donc, c'est des personnes qui pourraient mettre leurs besoins en retrait pour éviter un conflit. C'est la personne, ok, oui, je reprends ton horaire. Ça m'arrange pas tout à fait, mais je préfère reprendre ton horaire plutôt que d'avoir un conflit au sujet de qui prend l'horaire, qui va y aller, etc. C'est des personnes pour qui ça va être très très important qu'on s'entende bien dans l'équipe. C'est la personne qui va se souvenir des dates d'anniversaire, qui va faire un gâteau. C'est la personne qui se souvient que hier, tu avais parlé du fait que ton chien était pas tout à fait en forme et qui va le lendemain te redemander des nouvelles de ton chien. C'est les personnes où si on en met tout en réunion, il se pourrait qu'on passe une bonne partie de la réunion à discuter sur comment va tout le monde. Et c'est des personnes qui sont très très utiles pour le travail en équipe parce que ce sont des personnes qui vont être accommodantes et qui vont permettre vraiment que les choses se passent bien entre les différentes personnes. Et si je finis mon tour avec la conformité. Donc la conformité, c'est les personnes qui sont invitées plutôt de ce côté-là, tâches et affirmation basse, c'est des personnes pour qui le fait de comprendre ce qui se passe va être extrêmement important. La vérité, les faits. Ça va être des personnes qui, au moment où l'ascenseur est en panne, vont se dire « Oui, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui fait que l'ascenseur ne fonctionne pas ?» Et donc, elles vont se pencher sur le fonctionnement. Elles vont se pencher sur tous les aspects qui sont en jeu. Ce sont des personnes qui vont être très, 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 très utiles au moment où il va falloir faire une analyse de risque et voir tout ce qui pourrait se passer de façon compliquée. C'est des personnes qui vont aussi être très, très utiles pour tout ce qui est la gestion des stocks, les choses compliquées, encodées de biens, où il faut être très précis et rigoureux. C'est des personnes qui parfois peuvent être vécues comme un petit peu maniaques ou trop attentives aux détails, alors que pour elles, c'est très très important de comprendre et d'arriver à avoir tous les éléments pour pouvoir prendre la bonne décision, puisque la vérité est importante. Si je fais le parallèle avec le modèle des styles sociaux, ils ont donné des noms pour ces quatre tendances. La dominance, c'est plutôt les chefs d'orchestre. L'influence, c'est les promoteurs, promotrices. La stabilité, ça va être les harmoniseurs, harmoniseuses. Et la conformité, c'est plutôt les analystes. Et l'idée, c'est évidemment quoi ? C'est de pouvoir aller chercher les façons de fonctionner de chacune des personnes pour pouvoir s'y adapter. Alors la question c'est, où est-ce que vous vous reconnaissez, vous donc ? Voilà, donc quel cadran investissez-vous le plus naturellement ? La dominance, l'influence, la stabilité ou la conformité ? Alors c'est possible, Nathalie, d'être plusieurs profils à la fois ? Complètement. Alors là, je partage le vôtre. Je parie que vous avez déjà deviné où je me situe naturellement. Vous me mettriez dans quelle couleur, vous ? L'influence. L'influence. Moi, j'ai bon. Influence au top. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière l'influence, moi, j'ai les 3 autres couleurs qui sont presque à égalité. Donc, instinctivement, je peux aller chercher toute la créativité de l'influence, puisque c'est vraiment une grande caractéristique. Mais c'est très facile pour moi d'aller contacter le sens du détail de l'analyste,
la direction de la dominance ou bien la recherche d'harmonie, de la stabilité. Et en fait, c'est vrai que il peut aussi y avoir des contextes où vous avez des tendances différentes. J'entends très régulièrement dans les équipes, ah ouais, non, moi, au boulot, je suis en mode stabilité, mais par contre, à la maison, chef d'orchestre, c'est moi la dominance. Hein. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aller dans chacune des couleurs pour chercher ce dont nous avons besoin sur le moment. Ok. Écoutez, j'en profite pour faire un petit rappel au public. Le PowerPoint, donc n'hésitez pas à le télécharger. Vous pouvez le télécharger tout au long de ce webinaire. Il y a les réponses qui commencent tout doucement à arriver. Donc n'oubliez pas, pour que nous puissions avoir votre réponse, il faut bien cliquer sur valider. Et vous pouvez aussi baisser votre curseur pour bien voir tous les choix possibles. Alors Nathalie, est-ce qu'il y a un profil plus utile qu'un autre dans une équipe ? Absolument pas. Nous avons besoin de toutes les qualités dans une équipe, bien entendu. Imaginez s'il y a que de la stabilité, ou s'il y a que de la conformité, ou que de la dominance, ou que de l'influence, on peut très facilement tomber dans les travers. Moi, ce que j'aime beaucoup avec ces modèles-là, c'est qu'ils engagent une conversation autour de c'est quoi ma façon de fonctionner, c'est comment je fonctionne moi, de quoi j'ai besoin. Et surtout, ça nous invite, au niveau de la compréhension des autres, à communiquer vers les autres, non pas comme nous aimons qu'on communique vers nous, mais plutôt de faire le pas vers elle et eux et de dire « Ok, moi je vais me mettre plutôt dans ton mode ». Donc, par exemple, un bon truc pour les personnes qui ont plutôt une tendance vers l'analyse et qui doivent donner des résultats ou des réponses ou un compte-rendu à une personne qui est plutôt dans la dominance, commencer par la conclusion. Donc, je donne ma conclusion, parce que la dominance, la personne qui est dans la dominance, à ce moment-là, c'est ça qu'elle attend. Elle veut savoir, oui, ok, c'est bien beau tous les détails, mais moi, j'ai besoin de savoir où on va aller. Ou bien, si vous savez que vous avez une personne qui est à fond dans l'harmonie, etc., commencez par lui demander comment elle va. Je sais que très souvent, évidemment, les profils qui peuvent frotter un peu plus, ce sont les profils qui vont se retrouver, si je reviens ici, qui vont se retrouver en opposition diagonale. Donc, par exemple, le coup classique. Une personne qui est plutôt de tendance dominance va envoyer un mail très court pour dire ce qu'il y a à faire. Bullet points. Tchuc, 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 tchuc. La personne qui est plutôt en mode stabilité se dit « Elle est fâchée sur moi. Ça y est, elle est fâchée sur moi. T'as vu le mail qu'elle m'envoie ?» Alors qu'en fait, c'est juste que ces deux personnes n'ont pas les mêmes moteurs. Et alors là, il y a deux mouvements intéressants. Alors, pour la personne qui est dans la dominance, elle peut se dire, allez, je vais quand même mettre un peu les formes à mon email, ça c'est une chose. Mais la personne qui est en face et qui sait que l'email vient de cette personne-là, elle peut se dire, oui, c'est cette personne-là, je sais bien qu'elle a un style qui fait qu'elle va parler comme ça. Je ne dois pas le prendre personnellement. Un autre combo parfois compliqué, c'est l'influence et la conformité. Moi, je me souviens, dans mon ancien travail, j'avais une caricature de l'analyste avec une caricature du promoteur. Et alors, ces deux-là, ils étaient trop rigolos à observer parce que t'en avais un qui arrivait, il tapait sur l'épaule de l'autre, il dit « Ah, François, j'ai un nouveau projet dont je dois absolument te parler et tu vas voir, ça va être passionnant. » Et hop, il s'en allait. Et alors, François, oh, un nouveau projet. Quoi? Comment? Qui? Il va m'en parler. Oui, mais quand? Et ça le mettait complètement en stress. Alors que Jacques, lui, il avait déjà oublié. Il était dans son idée. Oui, il va lui en parler quand il y repensera. Parce que lui, il est en mode créatif. Donc, il est avec toutes ses idées. Il la partage au tout venant. Et c'est là qu'évidemment, la notion pour moi de mode d'emploi est très, très, très importante. Parce que on a tous nos points d'attention. Ils sont différents. Et donc, je peux à la fois être très tolérante par rapport à ce qui se passe et je peux aussi faire un pas vers l'autre. Donc, moi, j'aime bien ce double mouvement de se dire, OK, il y a ça qui se passe, soit je m'adapte, soit j'accepte aussi que l'autre a ces trucs qui sont un peu différents des miens. Et c'est vraiment c'est le 6-9 en plein. C'est vraiment se dire, OK, cette personne-là, elle fonctionne comme ça, moi je fonctionne différemment, mais comment on peut trouver un terrain d'entente où finalement nous pouvons communiquer par rapport à tout ça. Et donc déjà, si je commence, à nouveau, on est toujours de notre côté, puisque j'ai commencé par moi, j'ai fait mon ménage, ensuite je vais aller vers l'autre, mais déjà dans un premier temps, juste pour comprendre comment les autres fonctionnent. Déjà avec tout ça, je peux déjà avoir
une grande, grande marge d'action. Alors, je propose donc d'avoir les résultats du quiz qu'on a posé à nos téléspectateurs. Et ben, c'est extrêmement équilibré, Nathalie. Vraiment. Alors là, donc on a 29% dans la dominance, 20% dans l'influence, 33% dans la stabilité et 18% dans la conformité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de vous dire, OK, qu'est-ce que je pourrais faire un petit peu différemment ? Sans me mettre trop en danger, mais dire, voilà, moi je suis plutôt dans la stabilité, qu'est-ce que je pourrais faire pour aller un petit peu plus vers l'extraversion ? Ou quand est-ce que je pourrais dire un vrai non ? Parce que quand je dis un vrai non, je me dis aussi un oui à quelque chose. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir mettre ses limites. Ouais. Nous voilà déjà avec une série de pistes. Et il y a une autre question qui nous vient. Voilà, donc quelle est la première chose que vous auriez envie de mettre en place pour faciliter la cohabitation avec vos collègues ? Un exemple, poser des questions, donner votre propre mode d'emploi, faire ensemble un test de personnalité ou prendre le temps de faire des respirations. Voilà, donc vous pouvez sélectionner l'option qui vous paraît à faire en premier. Oui, et je vous invite à aller vraiment en mode subjectif. Voilà, parce que les 4 solutions, elles sont intéressantes, on est bien d'accord. Mais simplement se dire, voilà, moi, la première chose que j'aurais envie de faire, c'est qu'est-ce qui m'appelle en premier, là, juste là, à ce niveau-ci, avec ce que j'ai entendu, qu'est-ce qui m'invite à ce stade-ci ? Qu'est-ce qu'on peut faire le plus facilement aussi, le plus Oui, c'est ça. intuitivement. Et après, parce qu'il y a des personnes pour qui c'est très compliqué de donner leur mode d'emploi. Et je peux l'entendre 1000 fois. Il y a des personnes qui vont avoir l'impression que poser des questions, oh là là, non, ça c'est trop, ça c'est pas mon truc. Il y a des personnes qui disent respirer, moi j'ai même pas le temps de respirer. Vous allez dire que je suis en train de donner des contre-arguments à ce que je propose, mais l'idée c'est de se dire par quoi je commence et qu'est-ce qui me convient. Parce que moi j'ai la certitude que le secret du bonheur, il tient à une phrase toute simple, mais vraiment, c'est de se connaître et d'agir en fonction. Alors c'est simple et c'est complexe à la fois, parce que se connaître, c'est pas toujours simple. Et parfois, agir en fonction de ce que je connais, c'est pas nécessairement le plus simple non plus. Mais ici, pour un moment, je vous invite à vous connecter à vous-même et à vous dire, ouais non, moi ça, tu rêves, ça je fais pas. Par contre ça peut être possible. Oui, parce que se connaître, on met parfois des années. Moi je me découvre encore tous les matins. Oui. Oui. Et heureusement d'ailleurs, vous imaginez. Et puis on change aussi en fait, tout au long d'une vie, on change. Bien sûr. On n'est pas la même personne qu'il y a 10 ans. Non, pas du tout. Pas du tout. Et heureusement, parce que sinon, ce serait quand même dommage de se dire, voilà, tchouk, je suis coincée avec ça. Non. Et c'est cette image, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup cette image de la ligne, parce que cette idée de curiosité, ça me laisse vraiment en mode, qu'est-ce qui va arriver qui est encore potentiellement vecteur de découverte, vecteur de nouvelles choses, vecteur de trouvailles et de plus de bien-être finalement. D'accord. Écoutez, donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions tout au long du webinaire, vous pouvez utiliser le bouton « Poser une question » en bas à droite du webinaire. Et vraiment, Elles sont toutes bienvenues. Voilà, on est là pour ça. On a prévu un temps après la présentation pour y répondre. Donc surtout, n'hésitez pas. Donc le PowerPoint, visiblement, il y a des questions là-dessus. Et on peut le télécharger à droite de la vidéo. Voilà, pour être précis, pour les personnes qui se posent la question, visiblement. Et j'ai l'idée qu'il y a peut-être une série de bleutés qui auraient tendance à aller voir la fin du PowerPoint avant que je raconte. C'est l'histoire que je suis en train de me dire. Alors, est-ce qu'on a déjà les réponses ? Pour le moment, on a des tendances. Donc, on a 39%. Oui, ça change. Voilà, donc 39% sur poser des questions. Visiblement, c'est ce qui remporte les faveurs de notre public. En deuxième, vient faire une activité ensemble autour d'un test de personnalité. Donc, 33%. Et bon, visiblement, la respiration ne convainc pas, Nathalie. Ah non.
Non. C'est marrant ça, parce que pour moi c'est celle qui est tellement immédiate. Non, donner son mode d'emploi et respirer, ça arrive en bon dernier avec 17 et 11%. C'est dommage parce que moi je pense que donner son mode d'emploi, personnellement moi c'est ce que j'aurais choisi. Je trouve que ça aide beaucoup. Je ne peux que souscrire. Moi j'ai remarqué que quand je commence des collaborations, je prends toujours un moment pour dire ok, à la personne avec qui je vais travailler, de quoi tu as besoin pour que ça se passe bien entre nous. Et puis je lui dis de quoi moi j'ai besoin pour que ça se passe bien entre nous. Et en fait, c'est intéressant parce que très très souvent, on n'a pas les mêmes besoins. Et donc c'est vrai que donner ce mode d'emploi, moi je trouve ça tout à fait pertinent. Après, parfois, on peut se demander par où commencer. Et c'est vrai que poser des questions, mon Dieu, c'est tellement magique. Mais ce qui n'est pas évident, c'est de poser des questions avec cette curiosité. Donc quand vous posez des questions, parce que il y a aussi ce truc de oui, je pose des questions, mais en fait, c'est un peu un jugement déguisé ou ouais, pourquoi tu as fait ce truc-là comme ça ou non. L'idée, quand vous posez des questions, c'est vraiment d'avoir ce truc d'île au trésor. De dire je vais aller découvrir une île au trésor que je ne connais pas. Et cette île au trésor, c'est une autre personne, simplement. Et ça peut marcher avec vos collègues, mais ça peut marcher aussi au quotidien. Moi, mes enfants, après l'école, je leur pose toujours des questions un petit peu improbables. Du genre, de quelle couleur était ta journée ? Ou bien, qu'est-ce qui t'a vraiment surpris aujourd'hui ? Et en posant des questions comme ça, un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude d'entendre, eh ben, j'ouvre des portes vers des mondes complètement différents. À tester, bien entendu. Oui, c'est vrai que poser des questions, ça pourrait parfois être mal interprété. Voilà, faut les poser. Et surtout l'énergie avec laquelle vous la posez. Parce qu'il y a tellement qui passe aussi par le non-verbal. C'est ce truc de dire, ouais, elle m'a posé une question, mais en fait, elle n'a rien à foutre. Ça, c'est l'histoire que je peux me raconter. Ou bien, c'est pas le moment de me poser la question. Mais si, par exemple, on vous pose une question et que c'est pas le moment, n'hésitez pas à le dire. Moi, ça m'arrive très régulièrement de dire là, je suis pas disponible pour t'écouter, j'ai ce mail, j'ai envie de le finir parce que je suis concentrée dessus. Est-ce qu'on peut en reparler dans 10 minutes ? Juste ça. Et ça, c'est donner son mode d'emploi, de dire là, je suis juste pas disponible. Ou rentrer, moi je rentre à la maison parfois et je dis aux enfants, je dis oh là là, attention, ma patience, elle est toute petite là. J'ai une journée qui m'a pris pas mal d'énergie, donc je sens que ma patience est toute petite. Et ça donne une info. Ça donne une info. Et c'est des infos qui peuvent vous faciliter la vie au quotidien. Je me souviens d'une équipe que j'accompagnais. Il y a une personne qui arrive en retard. Et tout le monde commence à saluer cette personne. Et c'est hey Mumu, salut Mumu, coucou Mumu. Non, Mumu s'assied. Le rouge, il voit rouge. Mumu s'assied. Et donc, moi, j'accueille Mumu. Et je dis bonjour Mumu, bienvenue. Et là, Mumu me dit ah non, moi, c'est Muriel. Je déteste quand on m'appelle Mumu. Et en fait, ça faisait 5 mois qu'elle était dans ce service, que tout le monde l'appelait Mumu, et Muriel n'avait jamais dit qu'en fait, ça la pesait quand on l'appelait Mumu. Et donc, tous les jours, chaque fois, on disait Mumu ceci, Mumu cela. Alors, vous allez me dire, c'est pas très grave. Bah non, c'est pas très grave. Et en même temps, quand tu entends tout le temps les gens qui t'appellent par une dénomination qui ne te plaît pas, ça peut être assez inconfortable. Et donc, on se fait une session mode d'emploi sur comment les gens avaient envie d'être appelés. Et il y a eu des surprises, mais avec des gens qui se connaissaient depuis longtemps. Donc parfois, j'ai l'impression que c'est évident, que tout le monde voit un 6, que c'est OK, Mumu. Mais en fait, j'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Et c'est là que, de fait, soit moi dire, écoute, moi Nat, j'adore, mais Nana, ça ne me va pas. Ça, c'est vrai. Ça peut faciliter pas mal de relations, finalement. Juste parce que j'ai donné ce petit truc. Et c'est pas compliqué, ça prend pas beaucoup d'énergie. Et par contre, après, qu'est-ce que c'est facilité. Moi, ça, c'est mes trucs préférés. C'est les trucs qui demandent pas beaucoup d'énergie. Je veux dire, écoute, je préfère que tu m'appelles comme ça. Pour moi, c'est plus agréable. Ah, ok, bon, voilà. Et c'est bouclé. Et c'est tout simple, au final. Et c'est tout simple. Ça doit pas être compliqué. Ça doit vraiment pas être compliqué. Et en plus, une fois que vous avez donné votre mode d'emploi, il ne peut plus être ignoré. Ça aussi, parce que quand j'ai des personnes autour de moi où j'ai l'impression que justement elles n'écoutent pas mes besoins, etc., si je l'ai dit, je peux revenir sur le fait que je l'ai dit.
Donc ça aussi, c'est intéressant. Ok. Et alors, Nathalie, une fois qu'on a plus ou moins compris comment les autres fonctionnent, comment assurer une communication plus fluide? Nous allons nous diriger vers la troisième partie de ce webinaire, qui est le fait de communiquer de façon satisfaisante. Donc, j'ai fait mon ménage, je reste ouverte par rapport à la réalité des autres, mais ensuite, comment je vais faire, moi, pour communiquer au mieux? Et donc, je reviens à mes zones d'influence. Donc, on a déjà bien bossé sur la zone de responsabilité. Ici, on va aller vers la zone d'influence. Comment est-ce que je vais faire mes 50% au mieux? Comment est-ce que je vais faire ma part? Et pour ça, moi, il y a un truc que j'adore, c'est faire la différence entre les faits et les histoires. Alors, nous allons vous challenger un petit peu. Je peux déjà vous dire que la différence entre les faits et les histoires, c'est que les faits sont indiscutables. Les histoires peuvent être discutables. Et nous allons tout de suite aller nous pencher sur à quoi ça ressemble dans la réalité. Alors, je vous propose une liste d'affirmations et vous allez devoir cliquer donc, sur laquelle de ces affirmations est un fait. Il fait froid. Est-ce que c'est un fait? Elle n'est pas digne de confiance. Il est temps de réorganiser l'équipe. Voilà. Je n'en touche pas une en Excel. Ou alors, vous vous dites, oh non, aucune des 4 n'est un fait. Alors, mystère. Mystère, oui. Et en attendant les réponses, je vais déjà un petit peu parler de tout ça. Ce qu'il y a avec ce truc des faits et des histoires, c'est que les drames dans les équipes, dans les relations, ils viennent des histoires. Des histoires que je me raconte quand il se passe des choses, et aussi des histoires que je vais dire, que je vais parfois présenter comme des faits. Et c'est là où les gens s'énervent, où il va y avoir des problèmes parce que c'est pas OK. Le coup classique, c'est une personne qui me dit pas bonjour et hop, le petit vélo se met en route. Je dis ça y est, elle me calcule pas. Elle est fâchée. De toute façon, elle m'aime pas. J'ai déjà remarqué qu'elle ne m'aime pas. Et on est parti. Tchaka, 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 tchaka. Et on se raconte des histoires. On se raconte des histoires que le fait, c'est qu'elle m'a pas dit bonjour. Et que si je lui pose la question, peut-être que je vais me rendre compte que, en fait, elle vient de recevoir un message et elle est en train de réfléchir à la réponse qu'elle va faire et donc elle a son téléphone en main et en fait, elle était juste pas disponible pour moi à ce moment-là. Et c'est ça ce truc, de pouvoir aller un petit peu chercher et surtout de limiter les drames. Parce que je sais pas vous, après, peut-être que ça vous plaît, vous, les drames, au niveau du boulot ou entre les gens. C'est vrai que ça a un côté un petit peu... Parfois, quand je suis en dessous de la ligne, il y a une partie de moi qui se réjouit un petit peu. Moi, parfois, je suis là, je suis en dessous de la ligne, mais zut, j'y suis, c'est tout. Et ça fait aussi partie de la nature humaine, d'avoir ce truc de « tu sais pas ce qu'elle m'a dit !» Et alors, moi, j'ai répondu ça, et alors, elle m'a dit ça, et j'en ai fait ma part aussi, aucun jugement par rapport à ça. C'est juste que au quotidien, quand nous essayons de travailler ensemble et de trouver les meilleures alternatives, ces histoires, elles aident pas. Elles aident pas, ces histoires. C'est très très dur de ne pas interpréter. Oh là là, oui, de ne pas prendre les choses personnellement, oui, complètement. Mais oui, parce que ça, et c'est normal, ça va faire écho à tout ce qu'il y a en nous, à tout ce que nous avons vécu étant petite. Moi, je sais qu'un truc qui me reste très fort de quand j'étais petite, c'est la peur d'être rejetée. J'ai ça en moi. Et donc, les trucs où je suis pas incluse, je le prends beaucoup plus difficilement que d'autres choses. Et donc, forcément, je vais réagir plus vite. Et ça veut pas dire que la personne me traite d'une façon qui n'est pas OK, mais moi, je suis plus sensible. On a comme des côtés comme ça. C'est comme ces boutons où les gens poussent et où là, je vais partir en vrille. Ouh là, oui, ça me dit pas ça parce que là, je vais exploser. Ça me va pas. Et tout ça, c'est lié à quoi? C'est lié à toute notre histoire. Et donc, toutes et tous, autant que nous sommes, nous avons toute notre histoire, toutes nos croyances avec lesquelles on a grandi. Et on voit le monde avec ce filtre-là. Et donc, c'est parfois compliqué de passer au-dessus de ça, de passer au-dessus de toutes ces histoires et d'en revenir aux faits. Eh bien, écoutez, donc on a les résultats du roulement de tambour.
Donc la grande majorité, donc à 58%, nous ont répondu aucune des 4 affirmations n'est un fait. Ah. Voilà. Alors par contre, on a quand même 24% qui ont pensé que il fait froid était un fait. Donc 24%. Elle n'est pas digne de confiance. Personne ne s'est fait avoir. Là, 1%. 3%. Yes, bravo, vous êtes déjà loin. Ça, ce n'est pas un fait. C'est totalement subjectif. 3%. Il est temps de réorganiser l'équipe. C'est vrai que quand c'est dit par un manager, ça peut sembler comme un fait. Tout à fait. Alors, allons visiter un petit peu tout ça. Je vous ai mis ici, d'un côté, les histoires, de l'autre, la traduction qu'on peut faire dans des faits. Donc, il fait froid. Alors, il fait froid. On peut dire que oui, mais pour un Esquimau, peut-être que non, il fait pas froid. Et chaque fois que moi je dis ça, il fait froid, et que les gens me disent oui, non, ça c'est un fait. Et puis je dis ah oui, et ici il fait froid ou pas? Et alors on peut se mettre à discuter pendant 1 heure autour du fait qu'il fait froid, non, il fait pas froid. Et les sons. C'est vrai, parce que moi, mon grand-père, il fait 23 degrés et il fait froid. Ah voilà. Alors que moi, je crève de chaud. Oui. Et on peut discuter, mais on peut aussi passer du temps à autre chose grâce au fait de parler en fait. Parce que si je dis j'ai froid, j'ai chaud, ben personne ne peut me dire bah non, t'as pas chaud. Non, on t'a dit t'as pas chaud. Remarquez quand même qu'on fait ça aux enfants. Hein. Non, tu mets ta veste. Non, mais j'ai chaud, tu mets ta veste. Donc c'est intéressant parce qu'on nie un fait là. Quand l'enfant me dit j'ai chaud, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas confiance dans ce qu'il me dit. Enfin bon, ça c'est un autre débat, on va pas rentrer là-dedans. Mais donc pour en revenir au fait, quand je dis j'ai froid, personne ne peut me dire non, t'as pas froid. Quand je dis oh, je suis triste, personne ne me dire non, t'es pas triste. Et donc le fait de revenir à se parler en jeu, ça permet de rester chez soi et finalement de ne pas mettre la réalité de l'autre en danger. Parce que si par exemple, moi, toi tu crèves de chaud et ton grand... J'ai froid, là. Bon, alors, cher public, je suis entre le tu, le vous. On avait pris une convention de se parler en vous. Et comment, avant ça, on s'est parlé en tu. Je m'en mêle complètement. L'idée est de vous inclure. Donc, vous êtes bien avec nous. Mais excusez-moi si je bascule du tu ou du vous. Je me dis, vous avez peut-être pensé des choses. Là, je me raconte l'histoire que vous êtes peut-être en train de vous dire, mais que c'est le fait avec c'est tu et c'est vous. Bref, voilà le sous-titre. Mais donc, le fait de parler en jeu, ça me laisse dans mon monde. Et donc, toi, avec ton grand-père, votre grand-père, au moment où il dit je crève de chaud, peut-être que tu peux te dire oh là là, bah, en fait, il nie marée. Il dit il fait chaud, voilà, je l'avais déjà transformé en fait. Lui, il fait trop froid. Moi, je me dis, mais en fait, il nie ma réalité, là. C'est quoi ce truc? Moi, j'ai pas froid. Et donc, c'est le fait de rester chez moi et de dire j'ai froid. Ou alors de passer vraiment par le fait pur et dur. J'ai mon thermomètre, il fait 12 degrés. Hein. Papy, il fait 23 degrés là. Il ne fait pas froid. Impossible. Ah bah tu vas dire ça à des personnes qui habitent en Afrique. Ah oui. Et ils vont dire 23 degrés, caïcaï. Hein. Oui, c'est vrai. Hein. Bien entendu. Et on fait ça tout le temps. Hein. Je veux dire, c'est vraiment un mécanisme. J'imagine que ce qui est en train de se passer, ben, c'est la réalité. Elle n'est pas digne de confiance. Peut-être que c'est l'histoire que je me raconte, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que je me dis que cette personne n'est pas digne de confiance? Et donc, si je veux le traduire en fait, ça peut être par exemple, j'ai pas reçu le rapport que j'attendais aujourd'hui. Et par rapport à il est temps de réorganiser l'équipe, le fait de nommer le fait que c'est moi qui pense ça, je pense qu'il est temps de réorganiser l'équipe. Personne ne peut me dire « Non, tu ne penses pas qu'il est temps de réorganiser l'équipe ?» Alors bien sûr, on peut discuter, est-il temps ou pas de réorganiser l'équipe? Et c'est là que la conversation peut avoir lieu. Parce que si j'ai commencé par le fait de dire que c'est mon opinion, c'est moi qui pense ça, toi, vous qui êtes en face, vous avez tout l'espace pour dire « Ah ben oui, ben moi c'est pas vraiment comme ça que je le vois. J'ai plutôt l'impression qu'il faudrait plutôt commencer par autre chose, ici et là, etc., etc., etc. » Mais ce qui est difficile, c'est quand les personnes vous présentent des histoires comme des faits. Il est temps de réorganiser l'équipe, c'est tout, c'est comme ça. Et ben en fait, là, je coupe le dialogue. En parlant de ma réalité, je peux encore l'ouvrir. Et alors, ce truc de fait et d'histoire, c'est valable aussi pour nous. Hein. Quand je dis je suis pas douée pour les fichiers Excel ou j'en touche pas une en Excel, c'est quoi le fait?
Le fait, c'est que j'ai eu du mal à remplir le fichier de suivi des commandes. Ça, c'est un fait. J'ai eu du mal. Ça ne veut pas dire que j'en touche pas une en Excel. Hein. Ça veut dire que pour l'instant, j'ai encore du mal avec ce truc-là. Parce que alors, c'est facile, hein, je dis j'en touche pas une, et puis poup, j'arrête et je travaille plus. Mais donc, c'est intéressant de se mettre un petit peu dans cette perspective et de dire quand est-ce que je vends des histoires comme des faits. Et plus je vais arriver à venir à ce truc de j'en reste aux faits, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui deviennent plus simples. Exemple, le fameux « tu m'avais dit que ». Est-ce que ça vous arrive de dire « tu m'avais dit que » ? Et parfois, on en est sûr que cette personne l'a dit. Hein. Mon compagnon rentre et il n'a pas de pain. Et je dis, tu m'avais dit que tu allais acheter du pain. Non, je ne l'avais pas dit. Si tu l'avais dit, non, tu l'avais. Et on est parti et on se dispute sur qui a dit quoi. Alors que le problème, c'est quoi ? C'est qu'il n'y a pas de pain. Et donc, je peux vous proposer une alternative dans le même nombre de syllabes qui va changer votre vie, ou en tout cas qui va annuler pas mal de conflits. C'est vous remplacer « tu m'avais dit que » par « j'avais compris que ». J'avais compris que tu ramenais du pain. Ah ben non, pas du tout. Bon ben comment on fait au niveau du pain alors ? Et là, on a l'énergie pour s'occuper du problème. Ce truc des « tu m'avais dit »,« j'avais dit », et même quand je dis « j'avais dit que », est-ce que j'en suis vraiment sûre de ce que j'ai dit ? Moi, j'ai eu comme ça une espèce de révélation un jour où je mangeais un brunch. J'allais manger un brunch dans un endroit et je commande 2 pains au chocolat. Et la serveuse me dit, elle m'amène 2 croissants. Et je dis, j'avais commandé 2 pains au chocolat. Et elle me dit, ah pardon. Et elle s'en va et elle me ramène 2 pains au chocolat. Et ma collègue qui était là avec moi me dit, mais moi j'ai entendu aussi que tu disais croissants. Donc elles étaient quand même 2 à avoir entendu que je demandais des croissants. Et moi, elle m'aurait dit, vous aviez demandé des croissants. J'aurais juré sur ma vie que non, et que d'abord, j'aime pas les croissants, et que donc, j'ai certainement pas demandé les croissants, parce que, alors je sais pas ce qui s'est passé, j'ai bugué, hein, et ça nous arrive tout le temps de bugger, ça nous arrive, enfin, je sais pas, peut-être vous pas, mais ça arrive très souvent, je veux dire un truc, j'en dis un autre, tu dis quelque chose, je comprends autre chose, les deux seules choses dont je peux être sûre quand je parle d'une conversation, c'est j'avais compris et je me souviens. Parce que c'est là, c'est maintenant. C'est ce dont je me souviens. Je me souviens t'avoir dit ça. Et la personne, elle se souvient de toute autre chose. Et en fait, c'est inhérent à nos conversations d'humains et d'humaines. Nous allons nous tromper. Il va y avoir des malentendus. C'est une évidence. Ça va se passer. Je peux vous le promettre. La question, c'est à nouveau, qu'est-ce qu'on va en faire ? Et en repassant par ce truc de, ok, je vais plutôt dire ce dont je me souviens plutôt que de te pointer en disant, non, tu m'avais dit ça, hein, je m'en souviens. Et alors, je sais bien, ça me fait rire parce que l'autre fois, je parlais de ça. Et j'avais une personne qui me dit « Oui, je fais ton truc du 6 et du 9, hein. Même si je sais bien quand même qu'elle l'avait dit. Hein. » Et peut-être que vous en êtes persuadé, mais ce qui se passe, c'est que la personne est persuadée aussi d'autres choses. Et la question, c'est qu'est-ce qui est le plus important finalement ? Avoir raison ou être heureux ? Être heureux. Et ça dépend. Et oui, je vais pas répondre à cette question, c'est à vous de le dire. Hein. Mais c'est vraiment cette idée de se dire, je vais essayer finalement de me donner les meilleures chances pour que cette communication se passe bien. Et le fait de travailler avec des faits plutôt qu'avec des histoires va être utile. Une autre très bonne pratique, ça va être de parler le plus concrètement possible. Alors comment ça ? C'est quoi cette histoire ? Si je vous dis par exemple, oui, il faut rentrer les horaires il faut rentrer les horaires de décembre, ça doit être fait à l'avance. À l'avance. Qu'est-ce que ça veut dire à l'avance ? Et imaginez que vous avez une personne qui est plutôt du type conformité, qui a besoin que les choses se fassent bien à l'avance, qui veut que ce soit fait 2 semaines à l'avance, et une personne qui est plutôt du type influence, qui se dit bah oui c'est bien à la veille, c'est bon ça à la veille, hein, comme ça je ferai selon ce qui me convient, etc. On est tous sur du à l'avance, mais on n'est pas au même niveau. Et donc, je peux imaginer que si j'ai un building, c'est ce que vous voyez à l'image, et que j'imagine que le rez-de-chaussée, c'est vraiment hyper concret, et que le plafond ou le toit, c'est du très abstrait, l'idée, c'est d'essayer de parler le plus bas possible. Et donc, ça va être quoi ? Ça va être quand moi, je communique, je vais essayer de parler le plus concrètement possible. Et si la personne qui communique vers moi
n'est pas assez claire ou que je ne suis pas sûre de ce qu'elle veut dire, je vais poser une question simplissime qui va me permettre de comprendre. Je vais dire, oui, mais concrètement, c'est quoi ? Parce que, par exemple, quelque chose que j'entends régulièrement, c'est les gens qui disent « Moi, j'ai besoin de respect. Je veux du respect dans cette équipe. » Je dis « Ok, mais concrètement, pour toi, c'est quoi le respect ? Parce que par respect, je peux dire bonjour à tout le monde. Par respect, je peux ne dire bonjour à personne pour ne pas interrompre le travail. C'est du respect dans les deux cas. Mais par contre, le comportement concret est très différent. Moi, j'ai gagné un temps fou le jour où j'ai demandé à mon compagnon ce que c'était pour lui concrètement de ranger la cuisine. Parce que pour moi, c'était la tablette vide. Pour lui, c'était le plan de travail limpide. Alors, c'est pas la même chose, hein. Et donc, moi, je rangeais. Et puis, il rentrait et il disait « Ah non, c'est de nouveau le bazar dans la cuisine. » Moi, je vais ranger. Donc, posez-vous la question. Quand vous dites « Oui, moi, j'ai besoin que le service soit rangé quand il y a le changement de pause. » Ok, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire un service rangé ? C'est des très bons débuts de conversation, ça. Parce que les gens s'énervent au quotidien pour des petites choses comme ça. Simplement parce qu'ils ne mettent pas la même chose derrière des mots qu'on utilise tout le temps. Pensez au mot bienveillance. C'est quoi de la bienveillance ? Pensez au mot respect. Pensez au mot écoute. C'est quoi de l'écoute ? Moi, j'ai un talent, c'est que je suis très douée pour faire deux trucs en même temps. Donc, je peux être en train d'écrire un email et tu vas me poser une question et je vais y répondre. Et je pense, globalement, c'est une histoire que je me raconte. Je pense que ça va bien. Oui, mais il y a des personnes pour qui écouter, c'est simplement ne pas faire autre chose en même temps. Et ça relève de l'évidence pour elle et eux. Et moi, je pourrais imaginer que, non, je t'écoutais. Si, je t'écoutais. Et d'ailleurs, moi, ça m'arrive très régulièrement quand... Alors, j'écris plus mes mails en écoutant les personnes, j'ai bien compris que c'était beaucoup mieux quand on se regardait, etc. Mais ça m'arrive régulièrement si je ne regarde pas une personne, parce que pour moi, j'ai intégré que les personnes se sentaient généralement mieux écoutées quand je les regardais. Si pour une raison XY, je ne regarde pas la personne, je dis parfois, je t'écoute, je suis en train de t'écouter, simplement, j'ai un œil sur le lait pour pas qu'il déborde, mais je t'écoute. Parce que ça permet à nouveau de rassurer les gens, de se dire, ok, on est au même niveau. Là, je refais un lien avec les modes d'emploi. Mais ce truc de parler concrètement, ça peut aussi faciliter plein de choses. Si vous avez besoin de repos, imaginons, j'ai besoin de repos. Et je dis ça à mon compagnon, ah mon chéri, j'ai besoin de repos. Et mon chéri, tout chouchou qu'il est, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, mon chéri, il m'invite au restaurant. Comme ça, plutôt que de cuisiner, puisque c'est moi qui cuisine en général, je ne dois pas cuisiner, je peux me reposer. Mais c'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais que chouchou, il prenne les enfants samedi matin et que je puisse faire une grasse mat. Et alors, je peux m'énerver, Je peux m'énerver parce que, mais enfin, je t'ai dit que j'avais besoin de repos. Il dit, je t'ai emmené au restaurant. Je dis, mais oui, mais moi, je voulais... Donc, si vous avez besoin que votre chéri vous laisse dormir et prenne les enfants, dites-lui plutôt, j'ai besoin, mon chéri, que tu me laisses dormir et que tu prennes les enfants plutôt que de lui dire que vous avez besoin de repos. Pourquoi ? Parce que ça va laisser la place à l'interprétation et que l'interprétation, alors parfois on se comprend et c'est merveilleux. Si vous avez des gens comme ça autour de vous, chouette, chérissez-les, profitez-en. Mais il y a quand même plein de fois où la notion de repos, par exemple, n'est pas la même pour vous, pour moi, pour elle, pour lui, ou la notion de respect, bref. Cette question est concrètement, comment on va faire ? C'est comme les « il faudrait ». Il faudrait, on va... Oui, mais concrètement, qu'est-ce qui est attendu de moi dans cette histoire ? Si par exemple votre manager vous dit « Moi j'ai besoin que tu sois plus assertive ». Ok. Et concrètement, qu'est-ce que tu attends de moi ? Parce qu'être plus assertive, ça peut être plein de choses. Mais c'est intéressant de savoir ce que votre manager attend de vous. Est-ce que c'est de donner plus mon avis au meeting ? Est-ce que c'est de dire non quand quelqu'un du service extérieur vient et me demande quelque chose qui n'est pas OK pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire être assertive? Parce qu'avec toutes nos différences, nos 6, nos 9, nos trucs dans tous les sens, ce serait illusoire d'imaginer que nous avons les mêmes idées sur tous les mêmes sujets. Et donc le fait de parler concrètement va nous permettre, au niveau des faits, d'être très très clair et aussi d'éviter une somme de malentendus. Et ça nous laisse de l'espace pour faire d'autres choses. Parce que finalement, ça prend beaucoup d'espace, toutes ces discussions autour de quoi, qu'est-ce, qui, comment, etc.
Et l'idée, c'est de garder cette énergie pour faire finalement ce qui nous fait le plus plaisir ou ce qui est le plus important, c'est-à-dire s'occuper des gens dont on s'occupe, de la situation qui nous occupe et de ce qui est important pour nous. Mais alors, comment faire quand il faut parler de quelque chose qui nous pose problème? Ah oui. Donc voilà, ok, je parle concrètement, tu parles concrètement, on fait des faits, etc. Et en même temps, parfois, il y a des choses qui fonctionnent moins bien et j'ai besoin d'en parler. Et c'est là que la notion de feedback est vraiment très, très importante. Alors avant d'entrer vraiment dans cette question de comment on fait pour quand c'est compliqué, déjà un petit rappel autour du feedback. Donc le feedback, c'est quoi? Le feedback, c'est un retour qu'on donne et qui a pour objectif de faire grandir. Feedback, c'est nourrir en retour. Et en fait, vous voyez dans ce tableau qu'il y a plusieurs choses qui peuvent apparaître là-dedans. On peut être au niveau positif et on peut être au niveau négatif ou d'amélioration. On peut aussi travailler sur le faire, donc des comportements, ou sur l'être. Et donc vous voyez tous des exemples. Donc par exemple, j'apprécie la façon dont tu accueilles les visiteurs et visiteuses, ça c'est du conditionnel positif. Le rapport que tu devais rendre hier n'est pas là, ça c'est plutôt je donne un feedback où j'ai besoin d'une amélioration. Et là je fais une petite parenthèse parce que nous on va se concentrer beaucoup sur le feedback conditionnel. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est que dans une équipe, il faut absolument se dire, c'est important de savoir ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien pour pouvoir faire plus du bon et améliorer ce qui doit l'être. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va travailler sur les comportements. Par contre, il y a quelque chose qu'on ne va pas aller chercher, c'est on ne va pas faire changer les gens. On ne va pas faire changer leur identité. Et il y a quelque chose que vous avez probablement déjà entendu de la part de parents, de profs, de managers, etc. C'est le feedback inconditionnel négatif, de type « tu es nul »,« t'es têtu »,« t'es maladroit, t'es maladroite ». Et ça, c'est une forme de retour qui est à bannir, qui ne sert à rien. Ce n'est que de la destruction. Parce que qu'est-ce que je vais inviter ? Puisque le but, on cherche quoi quand on est dans du feedback d'amélioration? On cherche à faire progresser. Qu'est-ce qu'on va faire progresser en disant à quelqu'un qu'il ou elle est nul? Rien du tout. Dans aucun contexte, le feedback inconditionnel négatif n'est acceptable. Aucun. Ça ne fait que du mal ou de la destruction ou quelque chose qu'on n'a pas envie d'appeler. Alors l'inconditionnel positif, tu es génial, je t'aime, etc., c'est plus souvent dans une famille qu'on va l'entendre. Dans certaines équipes, il peut apparaître. Oui, au travail aussi. Oui. Oh, t'es quand même tellement smart. Oh. C'est gai, ça fait du bien. Mais ce qui est absolument indispensable, c'est ce feedback conditionnel. Donc, comment est-ce que je vais encourager des comportements qui me plaisent? Et surtout, comment je vais pouvoir amener quand tout d'un coup, j'ai un comportement qui est plus compliqué. Et pour ça, moi, j'aime bien inviter Oscar. Oscar, c'est mon pote. Je vais vous le présenter juste après. C'est une variante de technique de communication que vous connaissez peut-être, du DESC ou de l'OSBD qu'on applique en communication non violente. Moi, j'aime bien Oscar parce qu'il y a l'image de donner un Oscar. Et moi, je trouve qu'un feedback qui soit d'amélioration ou positif, c'est toujours un cadeau puisque ça va nous permettre d'aller voir comment mieux faire. Et donc, Oscar, notre ami Oscar, c'est un acronyme qui va nous donner une suite de choses à faire pour donner du feedback. Et donc, on va commencer par des observations spécifiques. Et c'est là que les faits sont très, très, très utiles, puisqu'on va donner des faits, juste des faits, des choses que nous avons observées, une description objective. Et là, c'est délicat parce qu'il faut vraiment, c'est la caméra, d'accord? Et ça va être des choses qui seront précises, sans généralisation. Donc, si tout ce qui est toujours, jamais, souvent, on bannit. Parce que si je dis à quelqu'un où était toujours en retard, il suffit que la personne me trouve une occurrence où elle n'était pas en retard et bim, mon feedback, il tombe aux toilettes. Dommage. Donc ça va être quelque chose du type, je réfléchis à quelque chose qui pourrait... l'exemple facile, c'est la réunion commençait à 9h, tu es entré dans la pièce à 9h10. Voilà, ça c'est une observation spécifique. Je ne sais pas, je ne mets rien là derrière, c'est tout ce que j'ai vu. Voilà. Et ensuite, on va donner une conséquence. Les conséquences, ça va être soit un impact du comportement, soit les émotions que je ressens. Et à nouveau, on est encore dans des faits. Donc, résultat, tu arrives à 9h10. Résultat, nous avons répété ce qui avait déjà été dit.
ça a fait perdre du temps aux personnes qui étaient présentes, et moi, j'étais plutôt frustrée, par exemple. Et l'idée, c'est que cette partie-là, l'OSC, c'est ce qui va nous permettre de décrire la situation, ce qu'on a envie de faire évoluer, et que ça ne soit pas source de discussion. Parce que ce qui va être source de discussion, c'est quoi ? C'est nos attentes. Nos attentes, c'est ce qu'on a envie de voir. Ça va être concret, ça va être précis, et ça va être négociable. Donc, la personne qui a rien envie, je dis, est-ce que, s'il te plaît, à partir de la semaine prochaine, tu puisses être là à 9h ? Donc ça, c'est que tu l'as au début de la réunion. C'est concret, c'est précis et c'est négociable. Parce que peut-être que la personne va me dire, mais en fait, moi, le mardi, je conduis toujours mon fils à l'autre antenne et donc j'arrive plus tard au boulot. Donc en fait, moi, 9h10, c'est le plus tôt que je puisse faire. Et alors, le problème devient notre problème et on va dire, OK, bah alors peut-être qu'on peut faire la réunion à 9h15. Comme ça, tout le monde commence à 9h15 et OK, c'est bon. Ou peut-être que c'est OK que tu arrives à 9h10, mais ça veut dire que tu liras le compte-rendu pour le début, on ne répète pas et on commence quand même à 9h. Bref, là, c'est le moment où on va inviter la créativité et on se met en mode équipe. On cherche ensemble la meilleure façon de faire. Et puis, je vais terminer par le résultat. Le résultat, c'est quoi ? C'est ce que je cherche à obtenir. Les valeurs, les gains pour autrui, mon impact. Donc, ça nous permettra d'avoir plus d'harmonie dans l'équipe ou ça permettra de nourrir l'efficacité pour tout le monde. Donc, vous pouvez faire l'Oscar, vous pouvez faire un Rosca. Donc, vous pouvez commencer par le résultat. Dire, écoute, tu sais, pour moi, c'est quand même important le respect et il y a quelque chose dont j'ai envie de te parler. Et hop, je commence par annoncer mon intention. Et alors, Oscar, c'est évidemment une excellente méthode parce qu'elle permet de structurer notre propos. Mais après, selon moi, si vous êtes déjà au-dessus de la ligne et que vous en tenez aux faits, vous avez déjà énormément qui est fait par rapport au chemin à parcourir. Et alors, bon, l'Oscar, là, c'est un Oscar d'amélioration, mais vous pouvez aussi donner un Oscar où vous avez envie d'encourager un comportement qui fonctionne bien. Et ce qui est intéressant, c'est vous donner vos observations spécifiques, les conséquences. Alors, soit si vous avez une attente précise de dire de le refaire ou de continuer comme ça, vous pouvez le dire, mais vous pouvez juste dire bravo et merci. Ça fonctionne très bien. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est de nourrir autant le positif, et même plus le positif, en fait, pour que, au moment où j'ai un Oscar d'amélioration qui surgit, qu'il puisse être bien accueilli. Parce que moi, je vois régulièrement dans les équipes que c'est très compliqué quand tout d'un coup, il y a un ou une chef de service qui arrive, qui rentre dans une salle et qui commence à faire des commentaires sur ce qui ne va pas et qui, par contre, ne dit pas quand les choses se passent bien. Et on a besoin, en fait, on a besoin de retours positifs. Je pense qu'au fond de nous, on a besoin d'être aimé, on a besoin de sentir qu'on est sur la bonne voie, on a besoin d'encouragement tous. Le besoin de reconnaissance, c'est un besoin que nous partageons tous et toutes, quelles que soient les couleurs qu'on aime convoquer, quel que soit notre caractère, nous avons tous et toutes besoin de reconnaissance. Et là, je vous donne aussi un bon truc. C'est que la reconnaissance, ça c'est typiquement le truc qu'on va mettre dans notre zone d'influence. Donc, on va attendre de la reconnaissance de nos managers, de nos parents, de nos enfants. Bref, vous mettez qui vous voulez là-dedans. Mais je vais attendre de la reconnaissance de l'extérieur. Et notre société, elle est construite comme ça. J'ai des bulletins qui me donnent des points. J'ai mes parents qui sont fiers de moi. J'ai les likes sur les réseaux sociaux. Donc, on attend cette reconnaissance de l'extérieur. Mais je peux aussi me dire, tiens, ce besoin de reconnaissance, comment est-ce que je peux faire pour commencer, moi, par le nourrir dans ma zone de responsabilité. Et alors, ça peut prendre plein de formes. Moi, je me mets des gommettes. Quand je suis contente d'un truc que j'ai fait, je me mets une gommette. Alors, bien entendu, ça ne veut pas dire que je n'aime pas recevoir de la reconnaissance de l'extérieur, mais par contre, je prends quand même ce petit temps où je reconnais moi-même que là, j'ai fait un truc qui mérite de la reconnaissance et je mets une gommette. Il y en a qui sont des bisous. Il y en a qui sont une petite tape sur l'épaule. Il y en a qui, à la fin de la journée, se disent « Tiens, de quoi je suis fière aujourd'hui ?» Peu importe, mais prenez ce temps pour reconnaître aussi ce que vous reconnaissez de positif. Moi, je dis souvent à mes enfants qu'ils et elles peuvent être fiers d'elle et eux, d'elle et lui. Et alors, parfois, ils me disent « Oui, mais toi, tu es fière de moi ?» Je dis « Mais bien entendu, je suis fière de vous. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que vous soyez fiers de vous. » Et donc, ça peut être aussi de dire, tu peux être fier de toi, je reconnais la source de fierté, mais je te laisse le pouvoir d'être fier de toi. Et c'est vrai que souvent, nous, on va mettre ça à l'extérieur.
Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça ne veut pas dire que les managers et que les gens ne doivent pas donner des retours positifs. Non, 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 non. Commencez surtout par là, nourrissez ça. Mais si, par hasard, vous avez dans votre entourage des gens qui ne montrent pas beaucoup de reconnaissance, surtout, ne mettez pas votre bonheur là-dedans. Retournez chez vous et nourrissez ce qui peut l'être. Ouais. Et par rapport à Oscar, si vous ne savez pas quelles attentes vous avez juste marre de ce comportement, il y a un comportement qui vous embête, eh bien, commencez par OSC. Donc, vous donnez les observations spécifiques, vous donnez les conséquences et vous demandez simplement « qu'est-ce que tu en penses ?» ou « comment on pourrait faire mieux ?» Parce que parfois, moi, je n'ai pas d'attente. Il y a un truc qui m'embête, mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment on pourrait faire mieux. Et donc, le fait de se mettre ensemble et dire « on va faire équipe pour trouver une solution », ça permet aussi de se dire « ok, il y a un problème, on va le résoudre, mais le problème, ce n'est pas la personne. Le problème, c'est un comportement. » Et là, je reviens au lien avec le feedback conditionnel. On ne va pas changer les gens, mais on peut les inviter à changer de comportement. Et cette nuance change tout. Parce que les gens, les personnes, elles sont OK. Ce n'est pas notre travail de les changer. Par contre, un comportement, nous avons toute légitimité pour demander qu'il évolue. Et c'est beaucoup plus facile de changer un comportement que de changer une personne, même si au fil d'une vie, nous sommes bien d'accord, nous évoluons. Et donc, Oscar, pour ça, peut être un moyen de structurer notre pensée. Et alors, ce qui est très important aussi, c'est de vérifier que la personne est disponible pour recevoir un Oscar. Tout le monde n'est pas disponible pour aller à une cérémonie comme ça, à n'importe quel moment. Et donc, l'idée, c'est de dire, il y a quelque chose dont j'ai envie de te parler. Est-ce que tu as 5 minutes, tu as le temps? Parce que c'est ça aussi, recevoir un feedback comme ça entre deux portes, c'est pas nécessairement facile. Donc c'est très important de valider, tiens, est-ce que c'est un bon moment? Ou de créer des moments systématiques où on va se donner des retours. Il y a des crèches que j'accompagne où elles ont ajouté un moment de la journée, le moment où la personne qui fait le taux s'en va, donc c'est le dernier moment où tout le monde est là en même temps, et elles prennent juste 5 minutes pour saluer ce qui a été bien fait. Et si besoin de quelque chose à discuter, elles prennent un rendez-vous à ce moment-là. Donc c'est vraiment cette pause. Et alors je sais, ça prend du temps. Ça c'est le truc à dire, on n'a pas le temps. Et ça c'est vraiment un investissement. Parce que le temps que vous prenez à faire votre Oscar, c'est du temps gagné par la suite. En conflit. En gestion de conflit. Alors moi, ça ne me gêne pas la gestion de conflit. Je viens, on m'appelle, etc. Mais il y a plein de choses qui peuvent être évitées si vous nourrissez justement ce truc de « je reste au-dessus de la ligne tant que faire se peut ». Je ne me flagelle pas quand j'y suis pas, bien entendu. Par contre, je fais attention, j'utilise des faits. Je monopolise ma zone de responsabilité au mieux, je l'invite. Et quand je communique vers les autres, je pose mes questions, j'utilise mes faits. Bref, il y a plein de pistes que vous venez d'avoir pendant cette première partie, enfin ces 3 premières parties avant de nous lancer dans les questions. Et moi, maintenant, j'ai envie de vous poser une question. Quelle va être votre prochaine étape? Donc, vous m'avez écouté, enfin j'espère. Je me raconte l'histoire que vous avez écoutée. Vous m'avez écouté pendant un moment, j'ai sorti une série de choses. Qu'est-ce qui vous parle là-dedans? Et je reviens à ce truc de se connaître et agir en fonction. Et l'idée, c'est qu'ici, je vous invite à choisir un PPPP. Un PPPP, c'est le plus petit pas possible. PPPP, c'est pépère, pépère. Parce que l'idée, vous voyez bien les 2 dessins, c'est de se dire, je vais me mettre des petits échelons pour pouvoir monter très facilement, sans que ça me prenne trop d'énergie, plutôt que de me mettre ah ouais, non, là, je vais aller parler à cette personne avec qui c'est tellement compliqué, je vais lui faire un Oscar, ça va dépoter. Ouais, si vous êtes prêts à faire ça, super. Mais l'idée, c'est ici de vous dire, tiens, ça va être quoi mon plus petit pas possible, une fois que j'ai entendu tout ça? Qu'est-ce qui m'appelle dans tout ce que j'ai entendu? Et là, je vous invite vraiment à sentir ce qui est juste pour vous. N'allez pas écrire quelque chose, n'allez pas choisir quelque chose que vous n'allez pas mettre en place. C'est pas très intéressant. Plutôt, mettez-vous un petit objectif, mini, mais qui pourrait nourrir plus d'harmonie, plus de bien-être dans votre quotidien, maintenant que vous m'avez entendu.
Alors, vous pouvez nous transmettre vos petits papes, le plus les plus petits papes possibles, hein, donc via le canal Poser une question, voilà, en cliquant bien sur soumettre pour qu'on puisse bien la récupérer. Et puis, on va commenter à l'antenne donc les PPPP qui vont nous arriver. Oui. Donc, on a hâte de voir un petit peu quels sont les engagements que les gens vont prendre. C'est cette idée aussi de se dire, ok, j'ai entendu plein de choses, mais qu'est-ce que j'en fais, hein? Parce que le coup classique, c'est je regarde un webinaire, oui, je vais à une formation, oui, mais qu'est-ce que ça change dans mon quotidien? Moi, ça ne m'intéresse pas que vous m'écoutiez. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous allez en faire. Et c'est pour ça que pour moi, ce moment où vous prenez la peine, merci, de formaliser votre engagement dans alors j'appelle ça le chat, mais dans le système pour poser des questions. Ça va nous permettre aussi d'avoir une visibilité et vous, ça vous permet de nommer ce que vous allez faire. Et je vous invite à le nommer en disant « je vais ». Pas « je pourrais »,« j'ai envie de… » Non, « je vais ». Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire d'un petit peu différent qui pourrait peut-être nourrir des meilleures collaborations, des collaborations plus harmonieuses? Alors, on a Julie. Donc, Julie qui s'engage à utiliser les formules « j'avais retenu » ou « je pensais que j'avais dit ». Mais oui. Et ça, oh mon Dieu, Julie, je me réjouis pour vous parce que vous allez voir, moi, j'ai enlevé les conflits de ma vie avec ce truc. C'est vraiment un truc hyper utile. Oui. Bravo et bien joué, Julie. Alors, on a aussi Noémie. Alors, Noémie qui nous dit je vais parler de faits au lieu d'histoires que je me raconte. Ah oui. Et pour ça, les questions sont très intéressantes, hein. Quand vous avez une histoire que vous racontez, moi, je me souviens d'une amie avec qui on a un style de communication très rigolo et tout ça. Et un jour, elle me répondait des phrases très courtes comme ça avec des points. Donc, je me suis dit, oh. Et donc, je lui ai fait un petit audio et j'ai dit, ça va, tout va bien. Je dis parce que je lis tes phrases avec les points au bout et je me raconte l'histoire que ça t'embête, ces trucs qu'on est en train de se dire au niveau de la mission. Et elle m'a répondu, mais non, j'ai mal au ventre. Elle était juste pas bien, en fait. Elle était pas bien. Et le fait que j'ai demandé, moi, ça m'a fait complètement reculer par rapport à… Parce que j'aurais pu me mettre le truc en route. Hein. Ah là là, elle est fâchée, elle n'a pas envie. Mais posez la question. Et quand vous posez la question, vous pouvez aussi dire, je me raconte l'histoire. Parce que quand vous dites « je me raconte l'histoire », vous laissez complètement la place à l'autre personne pour vous dire que non, c'est pas la même histoire qu'elle se raconte. Ou au contraire, si j'avais dit « oui, je me raconte l'histoire que tu es fâchée », la personne, peut-être qu'elle va vous dire « ah ben je suis contente que tu en parles parce que justement, il y a un truc dont j'ai envie de te parler ». Donc le fait de nommer que c'est quelque chose que vous imaginez, que vous racontez, c'est un fait parce que vous racontez cette histoire, mais il est non discutable. Il est non discutable, c'est ça. Et par contre, il laisse l'espace à l'autre de réagir en disant « ah oui, oh mon Dieu, merci que tu m'en parles » ou au contraire « bah non, oh là là, c'est pas du tout ça ». Ou bien entre les deux. Enfin bref, ça, à nouveau, ça ouvre le dialogue, ça permet d'avoir les vraies conversations qui importent. Oui. Alors, on a aussi Amaury. Alors, Amaury, lui, il a un engagement particulièrement fort, je trouve. Il va partager en réunion d'équipe le contenu enrichissant partagé aujourd'hui. Mais bravo, Amaury. Oh, je me réjouis. Je serais curieuse de voir comment vous l'êtes approprié. Moi, c'est ce que je préfère, c'est quand les gens, après, utilisent ces images. Parce que c'est simple, le 6, le 9, hors contrôle, tout le monde comprend ça. Et cette ligne, mon Dieu, moi, cette ligne, elle me fait plaisir. Et alors, j'avais envie d'ajouter un truc par rapport à cette ligne. C'est surtout, avant de vouloir agir ou quoi que ce soit, prenez juste conscience. Osez prendre conscience de, là en fait, je suis pas au-dessus, c'est pas grave. Mais pouvoir avoir ce moment de recul, cette prise de conscience, oser regarder, c'est déjà tellement puissant. Parce que déjà, en général, quand je réalise, d'ailleurs, moi, j'ai donné ça comme conseil à mon compagnon, je lui ai dit, quand tu sens que je commence à partir un peu en vrille, demande un peu, t'en es où, là, par rapport à ta ligne? Et moi, ça me fait tout de suite une piqûre de rappel. Voilà, je pense qu'on a Frédéric qui est un petit peu dans cette même optique et qui dit « je vais essayer de m'écouter avant d'agir ». Ouais, ce stop, hein. Faire un stop qui nous permet d'ajouter la création entre action et réaction. Hein?
Il y a un truc qui se passe, je suis tentée de réagir, bim. Ben non, je prends juste un stop. Une respiration, même si visiblement c'est pas ce qui vous a le plus parlé, mais je prends cette respiration et alors je mets un moment de création. Et peut-être que je ferai ce que j'avais prévu au début, mais au moins je le fais en conscience. Ouais, oh, bravo Frédéric. Et puis on a Alexis, on a beaucoup d'âmes décidément, qui dit oui, moi je vais parler en jeu. Oh. Et parler en jeu, ça peut devenir un jeu. C'est vrai, en plus. Oh, que c'est gai de lire vos engagements, j'imagine. Tous ces environnements qui vont aller de mieux en mieux, ça me met en joie. Là, ça y est, les conflits dans l'équipe, c'est fini. C'est là. fini. Alors, on a Aline qui dit, alors là, oui, ça c'est un bon engagement aussi, j'accepte de ne pas tout contrôler. Ah, mais oui. Mais ça, oui. c'est difficile, ça. Hein. Ça, c'est difficile. C'est difficile. Et c'est vrai, moi, je me suis rendu compte qu'il y a, dans plein d'équipes que j'accompagne, il y a beaucoup d'énergie qui est mise dans le hors-contrôle, en fait. Et c'est tentant, parce que c'est tellement, ça nous implique, ça nous vient nous chercher. C'est juste que c'est hors contrôle. Et juste pouvoir le nommer aussi entre nous, d'avoir ce langage, comment dire, ouais, ça c'est hors contrôle. Bah, ouais. Oh là 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 là, telle personne est devenue mon échevine. Oh là là, c'est hors contrôle. C'est hors contrôle. Enfin, non, c'est dans notre zone d'influence. Nous avons voté. Mais après, on ne peut plus rien faire. Ouais. Ah, on a quand même Amélie qui nous dit je fais un stop et je respire. Ah, quand bravo même. Alors moi aussi, la respiration. Ça, ouais. Oui, la respiration, c'est mon engagement à moi. C'est ma chouchoute. Par exemple, je prends une grande respiration et je me prépare à accueillir des questions. Je ne sais pas si c'est déjà ça. Oui, alors voilà, on va pouvoir maintenant passer à la partie questions. Donc, si vous avez des questions pour notre intervenant, donc n'hésitez pas à les poser. Donc, toujours via le même canal. Allez-y, soumettez-nous. Soumettez-nous. Voilà, profitez que Nathalie soit là pour répondre à toutes vos questions. Alors, on a déjà, on a des gens qui sont rapides. On a une question de Solène. Donc, Solène nous dit « Dans mon travail, j'essaye de m'octroyer des pauses, de respirer. » Elle essaye, mais c'est mon chef d'équipe qui me met la pression. Et c'est hors de ma zone d'influence. Mais cette surcharge de travail me met la pression et m'épuise. Oui, donc j'entends... alors, est-ce que c'est vraiment hors de ma zone de contrôle? Si c'est mon chef d'équipe, est-ce que j'ai pas une influence à pouvoir avoir? Déjà, c'est la première question que je me poserais. Et c'est vrai que parfois, il y a des contraintes qui viennent nous coincer. Et donc, la question, c'est, dans l'espace que j'ai, qu'est-ce que je peux faire? Et il y a alors, bon... c'est une citation, mais qui moi, m'impressionne toujours et en même temps que je trouve très, très sage, qui est devenu d'ailleurs un des devises des alcooliques anonymes. Et je crois que c'est Sénèque qui a dit ça, mais c'est d'avoir la force de changer ce que je peux changer, non, le courage de changer ce que je peux changer, je ne sais plus quoi, la sagesse, j'imagine, mais d'accepter ce que je ne peux pas changer et l'intelligence de connaître la différence. Donc, Solène, j'ai envie de vous demander, quelle est votre marge de manœuvre? Parce que, ok, il y a tout ce qu'il y a à faire. Comment est-ce que je peux avoir, justement, conjugué toute cette pression et mon besoin de respiration? Et alors, peut-être qu'il y a des choses qui sont des impondérables et qui sont hors contrôle. Mais les quelques secondes que je prends pour respirer avant de rentrer dans une pièce, où ça, elles sont à moi, on peut pas me les enlever. Donc j'ai envie de dire, c'est à vous de mesurer dans votre zone de responsabilité votre espace. Et d'essayer d'influencer avec les bons outils de communication les personnes. Et après, c'est aussi de voir qu'est-ce que j'accepte, jusqu'où je vais. Parce qu'il y a ce truc, parfois quand ça devient trop compliqué, comment est-ce que je trouve un juste équilibre au milieu de tout ça? Et c'est vrai qu'on n'est pas des arbres, donc je peux aussi décider que je bouge. Alors mon idée, c'est pas de vous faire des missionnaires en masse, c'est pas du tout ça l'idée. Mais par contre, c'est aussi de se dire, ma marge de manœuvre, elle est plus grande que ce que je crois. Et respirer, personne ne peut m'empêcher de respirer. Ça, y a rien à faire. Prendre ces 2 secondes qui me permettent de revenir à moi avant de rencontrer l'autre, elles sont là, elles existent. Je peux les prendre. Ouais.
Oui, alors on a donc Agatha qui nous dit, voilà, hein, toujours un peu je fais quoi quand je fais ma part et que l'autre ne fait pas la sienne? Ah, moi j'ai un truc que j'ai trouvé assez parlant, que j'utilise beaucoup au quotidien, qui m'est venu de ce fameux Jim Dempter, qui est le boss du Conscious Leadership Group, c'est ceux qui racontent l'histoire de la ligne. Il expliquait justement ça dans un podcast, et la personne disait, posait la même question, oui mais c'est bien respecter ses accords et tout ça, gna, 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 mais qu'est-ce qu'on fait quand l'autre ne fait pas? Et lui il expliquait que son fils, il avait par exemple un souci avec la ponctualité, et donc il prenait des rendez-vous, son fils arrivait en retard, et en retard, et encore en retard. Et donc lui faisait sa part, mais le fils ne faisait pas sa part. Et donc, à un moment, il a dit, ok, en fait, mon fils, je peux lui faire confiance. Je peux lui faire confiance pour ne pas faire sa part, donc pour arriver en retard. Ça ne veut pas dire que c'est ok. Mais par contre, qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais en faire? Et dans ma zone de responsabilité, je prends des mesures. Donc lui, il avait 3 stratégies. C'était d'écouter un podcast, de lire un bouquin, ou si vous ne voulez pas attendre, il partait, il envoyait un message. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'il explique, c'est que avec ce truc de faire confiance pour, on enlève le drame. On enlève l'énervement de « Ah, ça y est !» Moi qui suis cycliste, je peux faire confiance aux automobilistes pour me dire des trucs pas chouettes. J'en entends régulièrement. Ces personnes vont le faire. Ces personnes vont le faire. Donc la question, c'est qu'est-ce que moi je vais faire? Est-ce que je vais laisser la télécommande remplie à ces personnes? Comment est-ce que je vais faire bouger le truc? Et alors l'idée n'est pas d'accepter l'inacceptable, hein, surtout pas. Mais par contre, c'est de se dire qu'est-ce que je vais prendre personnellement ou pas. Et puis moi, il y a aussi un truc qui m'aide, c'est cette fameuse marmite de soupe. Moi, j'ai la croyance que quand les gens vont bien, quand tout est OK pour les gens, en général, ils sont plutôt agréables, hein, les uns avec les autres. Et donc, moi, je pense souvent à Kirikou et la sorcière. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Kirikou et la sorcière. L'histoire de Kirikou et la sorcière, c'était un village où il y avait une sorcière qui mettait la misère à ce village. Elle enlevait les hommes, elle coupait l'eau, etc., etc. Et Kirikou est allé voir ce qui se passait. Et il s'est rendu compte, en fait, que cette sorcière, Karaba, elle avait une épine plantée dans le dos. Et donc, Kirikou a retiré l'épine et la sorcière s'est remise à agir d'une façon tout à fait agréable pour tout le monde. Et c'est vrai que moi, quand les gens font pas leur part, la première question que je me pose, c'est « elle est où l'épine? Qu'est-ce qui se passe ?» Parce que honnêtement, moi, de tous les accompagnements que j'ai faits, des personnes vraiment qu'on nomme les toxiques, les pervers narcissiques et tout ça, j'en ai croisé très très peu. Et d'ailleurs, quand c'est à un niveau de toxique, de pervers narcissique, etc., c'est pathologique. C'est pathologique et il y a une portion très très petite de la population qui a cette pathologie. Par contre, ce qui est facilement toxique, c'est la relation entre les gens. Et là, quand c'est une relation, il n'y a rien à faire. Moi, je fais ma part dans la relation. J'ai un rôle à jouer. Et donc, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Et moi, ce truc de faire confiance, c'est quelque chose qui m'a vraiment tranquillisée. Par exemple, je peux faire confiance à certains hommes pour faire des remarques sexistes. La question, c'est qu'est-ce que je vais en faire? Alors, bien entendu, hein, j'ai mes tactiques, j'ai ma stratégie. Par contre, je me prends plus la tête sur le fait que ce mec-là, il me fait des remarques sexistes. Je sais qu'il va le faire. Il va le faire. Et c'est pas OK. Ce n'est vraiment pas OK. Par contre, je mets mon énergie plutôt sur me rendre furieux sur le fait que « Ah, il l'a encore fait !» Je mets plutôt mon énergie sur me dire « Ok, qu'est-ce que je vais faire de ce truc ?» Et moi, ça me permet de ne pas me bouffer de l'intérieur aussi. Hein. Ça me permet de garder mon équilibre et de rester le plus possible au-dessus de cette fameuse ligne. Après, je ne dis pas que c'est simple. Hein. Et c'est là aussi qu'une personne externe peut aider pour venir justement remettre du liant dans tout ça et remettre de l'écoute. Mais c'est sûr, hein, vous pouvez faire confiance à certaines personnes pour ne pas faire leur part. La question, c'est qu'est-ce que vous allez en faire? Alors, on a Marie, qui est coordinatrice et dans une équipe en difficulté de cohésion et qui demande par quoi commenceriez-vous pour les reconnecter à minima? Alors, ça, c'est compliqué de donner une réponse qui type baguette magique. Moi, j'ai remarqué que parler des choses qui sont importantes pour nous, mais de façon assez légère. Alors,
Moi, j'appelle ça des porte-joie. Les porte-joie, ce sont des questions qui permettent d'inviter forcément la joie. Alors, je vous donne un exemple de porte-joie. Là, je vais vous en poser un et faites-vous plaisir. Quelles ont été vos meilleures vacances ? Voilà un porte-joie. C'est une question à laquelle vous allez pas c'est très très compliqué de répondre par quelque chose de négatif. Ou alors il faut vraiment dire moi je suis jamais partie en vacances. Ça peut arriver. Mais l'idée c'est que ces questions-là, c'est des questions qui vont permettre aux personnes de partager quelque chose de positif. Et donc par exemple dans une réunion d'équipe, vous pouvez imaginer de commencer par un petit porte-joie. Du type tiens, c'est qui votre patient ou votre patiente préférée pour l'instant ? Ah ok, ils sont horribles, oh mon Dieu. Ou bien, tiens, c'était quoi votre jeu préféré quand vous étiez petit ou petite ? Ou ce qui marche à tous les coups, votre plat préféré. Parler de nourriture, ça mon Dieu, les gens adorent. Alors, c'est Agatha, hein ? Oui. Agatha, je sais que ça peut paraître un petit peu anecdotique, mais ça permet quoi ? Ça permet de réhumaniser les personnes en fait. Parce que parfois, on peut arriver dans des environnements de travail où on est tellement stressé qu'on se concentre sur la tâche et on oublie que nous travaillons avec des personnes qui, comme nous, ont des besoins, ont des challenges et ont des rêves. Et donc, le fait de revenir dans ce truc de « cette personne qui me fait chier, en fait, elle adore le même jeu que moi j'adorais quand j'étais petite. » Et ça nous permet, à minima, de nous reconnecter. Mais il ne faut pas que ce soit un emplâtre sur une jambe de bois. Hein. Donc, l'idée, c'est d'inviter la connexion. Après, si des histoires de cohésion, c'est aussi saluer tout ce qui fonctionne bien. Hein. Nous, dans mon ancienne équipe, on avait un moment dans la réunion d'équipe, on appelait ça les rayons de soleil. Et pendant les rayons de soleil, n'importe qui pouvait donner un merci, un feedback positif à n'importe qui. Et donc, n'importe qui pouvait remercier telle personne, etc. Et donc, ça nourrissait la reconnaissance, ça permettait à tout le monde d'entendre cette chose positive. Donc ça, c'est des tout petits trucs qui peuvent aider et qui prennent pas beaucoup de temps. Mais c'est vrai qu'en tant que responsable, c'est pas évident, bien entendu. Donc on a aussi Arthur. Donc Arthur qui nous dit parfois un choix qui est bon pour moi implique les autres négativement. Comment mettre les priorités ? Ça, c'est une excellente question. Merci Arthur. Moi, je sais que la question que je me pose souvent, c'est qu'est-ce qui est juste pour moi, les autres et le monde ? Bonjour grandi, mais enfin soit. Mais c'est avoir justement ce truc de dire, ok, comment est-ce que je peux me respecter et respecter les autres ? Hein, et c'est, par exemple, de dire, oui, si je prends ma pause maintenant, je mets le service en difficulté, hein, pour revenir sur l'exemple de la pause. Mais comment est-ce que je pourrais arriver à me respecter tout en gardant mon soutien ? Et c'est là, justement, qu'on peut aller vers de la créativité. Moi, c'est ça que j'adore, c'est quand tout d'un coup, on a un truc où ça coince, ça tire un peu, alors on va trouver des solutions créatives. On va trouver, on va changer le système de pause pour qu'on n'arrive pas à les prendre, nos pauses. Donc, on va faire autrement. On va faire un système pour arriver à souffler en présence de... Et là, évidemment, c'est la créativité qui doit s'inviter. Mais c'est sûr que c'est un équilibre qui n'est pas évident. Mais je pense quand même que ce truc de se dire, si moi je me mets en sur-régime ou en souffrance ou en difficulté, à terme, il y a un danger. Donc, il y a vraiment ce truc à trouver pour pouvoir avoir suffisamment de bien-être pour soi et aussi suffisamment de considération, bien entendu, pour l'équipe. Hein. L'idée, c'est pas du tout de dire « après moi les mouches hein, », bien entendu. Mais c'est de trouver justement cet équilibre. Et je suis bien d'accord, Arthur, c'est pas évident. Alors, il y a Stéphane aussi qui nous dit « J'ai toujours peur de manquer de respect, ce qui engendre un sentiment d'intrusion. Comment oser poser une question ?» Moi, ce que j'aime bien dans ce genre de difficulté, c'est de nommer les choses. Donc, exemple, si je dois avoir une conversation difficile, Camille, je dirais « Camille, il y a un truc dont j'ai envie de te parler, mais je t'avoue, je suis un peu nerveuse parce que c'est important pour moi et j'ai peur que ça ne se passe pas bien. » Et juste rien que de nommer les choses, ça permet à l'autre personne de dire « Oh, mais non, c'est pas grave. » Oui, j'ai ma fille qui fait ça, du coup, je la gronde pas. Oui, ouais, c'est un bon truc des enfants. Elle vient me dire en disant « Oui, c'est horrible, maman, c'est horrible, etc. » Puis finalement, elle a juste renversé un verre d'eau. Je dis « Oh !» Ça prend beaucoup de précautions. Ou bien, là, c'est aussi un truc à installer structurellement.
De dire, par exemple, en termes de mode d'emploi, moi, je me demande toujours quand je peux poser des questions ou pas poser des questions. Tiens, donc, qu'est-ce qui est OK pour vous? Donc, nommer les choses. Dire, moi, en fait, j'avais un collègue, il avait besoin d'un temps seul le midi. Et donc, il nous l'a dit. Il a dit, en fait, moi, le temps de midi, c'est trop pour moi. J'ai un espèce de truc... c'est trop. Et donc, je mange à l'extérieur, mais ça ne dit rien. Ça ne dit rien du fait que je vous apprécie ou pas. C'est juste que j'ai besoin de temps pour moi le midi. Et donc, il a nommé ça. Et en fait, ça a détendu tout le monde parce que les gens se demandaient pourquoi il ne mangeait pas avec nous. Puisqu'on avait une culture où tout le monde mangeait ensemble, en fait. Mais donc, nommer cette difficulté, dire moi, j'ai envie de m'intéresser. Et en même temps, j'ai peur d'être intrusif. Qu'est-ce qui est OK pour toi? Et je suis d'accord, c'est une question. Hein. mais le fait de donner ce qui vit en moi, et ça, c'est un fait. Hein. En fait, moi, j'ai peur d'être intrusif. Ton univers m'intéresse à fond, et en même temps, je me dis que tu vas te demander ce qui se passe si je te pose plein de questions. Donc, c'est nommer les choses, oser nommer les choses. Et alors, c'est pas évident quand la confiance n'est pas là dans une équipe. Alors, je sais pas s'il y a confiance ou pas confiance. Et c'est là que, justement, le fait de se mettre en contact, de commencer à avoir ces conversations peut justement adoucir les choses et peut permettre d'aller à ces endroits où on peut se poser des questions et c'est pas vécu comme une intrusion. Et bien alors, donc on va... donc on a maintenant donc une question de Jean-Sébastien qui nous dit comment faire quand on est N+1 et qu'on se retrouve dans les 4 styles. Alors, moi je dis c'est une excellente nouvelle, Jean-Sébastien. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 4 styles sont disponibles. Ça veut dire que peu importe le style des personnes qui vont vous entourer, vous allez pouvoir vous mettre un petit peu au diapason. Moi, je prends ça plutôt comme une palette disponible. Donc, personnellement, je vivrais ça plutôt comme un avantage. De pouvoir se dire, c'est très bien, ici je peux être en mode influent parce que c'est ça qui m'est demandé ici, je suis en train de diriger le team building et go, go, go. Ou bien, oui, là, il est temps qu'on avance, donc je vais mettre la ligne et je la mets en mode rouge. Ou bien, je crée du lien et c'est tout à fait aussi OK. Évidemment, le défi... c'est d'arriver, je pense aussi au bleu, hein, je ne l'ai pas cité, mais le défi, c'est d'arriver à doser et à doser, en un mot, et d'aller chercher la bonne couleur au bon moment et de ne pas hésiter de panacher. Hein. On peut tout à fait utiliser tous les styles. Je ne l'ai pas fait au début du webinaire, mais moi, ça m'arrive régulièrement, en début de journée, d'aller nourrir les 4 styles. Pour être sûr que je vais parler à toutes les personnes qui sont en train de m'écouter. Ou je vais annoncer quand seront les pauses et combien de thématiques seront abordées, par exemple. Comme ça, les bleus sont rassurés. Ou je vais prendre le temps de m'assurer que tout le monde est là et comment tout le monde va, comme ça le bleu est OK, ou je vais partir en mode qui est assez naturel pour moi, plutôt influent, et où je vais par moment aussi décider, parler que ça va être annoncer comment vont être les choses et que c'est moi qui suis à la manœuvre puisque c'est moi qui suis en train de mener la journée. Et comme ça, les gens finalement, il y aura des trucs qui leur parleront moins, mais il y aura des choses qui leur parleront. Donc je crois que c'est une invitation à la flexibilité. Et d'après ce que j'entends, Jean-Sébastien, elle est là. Donc, chouette. Ok, super. On va passer à la dernière question maintenant, Nathalie. Donc, une question de Sabrina qui nous dit « C'est vraiment bien de communiquer mieux, de poser beaucoup de questions, mais alors moi, j'ai pas le temps. » Ah ! Voilà. Et donc, tout ça, ça prend du temps et il n'y en a pas toujours du temps puisqu'on court tous après le temps. Alors, c'est sûr qu'il y a ce truc avec le temps. Le temps, j'ai pas le temps. Alors moi, je dis, je prends pas le temps. Parce que le temps, il est là, il est le même pour tout le monde. Et moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je vis ça comme un investissement. Donc, quel temps je suis prêt à prendre pour en gagner par la suite? Ça, c'est une chose. Et puis alors, si vraiment j'ai pas le temps, alors je m'en tiens à la respiration. Hein. Je m'en tiens au basique. Je m'en tiens à ce qui me permet de faire ce que j'ai à faire le mieux possible avec mes contraintes. Hein. Votre zone de responsabilité, parfois, elle est rikiki. Hein. Parfois, c'est juste, moi, la seule chose que je peux faire, c'est sourire aux gens quand je les croise, parce que j'ai même pas le temps de leur parler. Mais par contre, je peux leur sourire. Donc, c'est cette idée, qu'est-ce que je vais faire avec ma zone de responsabilité, aussi rikiki soit-elle?
parce qu'il y a toujours une marge de manœuvre. Et donc, si vous n'avez pas le luxe de pouvoir aller creuser dans tout ça, et je sais bien que vos quotidiens sont des quotidiens qui sont bousculés, qui sont exigeants et qui parfois vous mettent à mal, n'allez pas essayer de faire la solution avec tout full option. Hein. Commencez par le plus petit pas possible. Le tout petit. Et moi, je sais que la gentillesse, elle prend pas de temps. Elle prend pas plus de temps. Ça prend pas plus de temps de parler gentiment que de parler méchamment. Ça prend pas plus de temps de sourire que de tirer la tête. Même timing. Donc j'ai envie de dire, Sabrina, vous mettez pas des objectifs irréalisables, mais commencez par ce qui est dans votre zone de responsabilité. Et il y a toujours quelque chose dans notre zone de responsabilité. Je choisis pas toutes les contraintes, mais par contre, je choisis comment je les vis. Je parle en boucle, hein. Mais c'est ce truc de quelle est ma marge de manœuvre ? Qu'est-ce que je peux faire avec tout ce brol ? Parce que du brol, il va y en avoir. Il va y avoir du brol. La seule chose que je maîtrise par rapport à ce brol, c'est comment je vais le vivre, comment je vais me laisser envahir ou pas, comment je vais répondre à ça ou pas. Et parfois, la meilleure réponse, c'est aussi de se taire. Hein. C'est aussi de se dire, ok, là, je laisse juste couler. Et je laisse couler littéralement sur moi. Je ne me laisse pas attaquer par ce qui est en train de se passer, mais je ne vais pas mettre de l'énergie là-dedans. Et moi, je suis vraiment pour cette idée d'aller faire ce qui vous prend le moins d'énergie possible. Hein. Et la plupart des choses... Ah oui, poser des questions et attendre les réponses, ça prend du temps. Ça, je suis 1000 fois d'accord. Mais il y a toute une série de choses que j'ai proposées aujourd'hui qui ne prennent pas de temps. Ça prend pas de temps de se dire je prends 2 secondes pour respirer. Ça prend pas de temps de se dire comment je vais faire aujourd'hui pour que ça se passe le mieux possible. Ça prend pas de temps de sourire. Alors, si vous avez d'autres questions, hein, Nathalie peut bien sûr vous aider avec Zoupiti Zoup. N'est-ce pas, Nathalie ? Oui, alors voilà. Et moi, quand je ne donne pas des webinaires, ça m'arrive pas si fréquemment. Je suis non-stop sur le terrain avec des équipes. Quasi exclusivement dans le non-marchand, puisque c'est de là que je proviens moi aussi. Ah, ma voix me signale qu'il est temps de boire un coup d'eau. Et donc, moi, ma spécialité, c'est d'arriver là où les choses se passent, d'écouter ce qui se passe et de sortir les processus, les meilleures choses, que ce soit de la supervision, de la facilitation, du coaching. J'accompagne les équipes, donc bienvenue à vos demandes. Il y a aussi toute une série de ressources sur mon site web, puisque j'ai une chaîne YouTube, il y a des articles de blog. S'il y en a parmi vous qui sont des N+1, il y a toute une série de choses que vous pouvez utiliser pour l'animation de vos réunions, etc. Donc j'ai toute une série de ressources qui sont disponibles gratuitement, donc n'hésitez pas à découvrir ça, soit sur le site www.zoupitizoup.be, soit sur les réseaux sociaux où je me trouve aussi, quand vous avez le temps bien entendu. Mais donc l'idée, c'est, si vous vous sentez appelé par cet effet un peu zoupiti-zoup de « je cherche des solutions » où le rapport énergie dépensée et gain reçu est très bon, je suis disponible. N'hésitez pas à me contacter. Vous passez par le site web et je suis très réactive sur la prise de contact. Ok, super Nathalie, merci. Donc voilà, si jamais vous souhaitez recevoir une attestation de présence ou être informé de nos actions via notre newsletter, il suffit de cocher la case qui s'affiche à votre écran. Voilà, si vous avez suivi ce webinaire en groupe, donc vous pouvez nous envoyer un mail à événement@febi.org avec la liste des participants. Et avant de nous quitter, nous aimerions également connaître votre avis sur ce webinaire. Pour cela, cliquez sur le lien qui s'affiche à l'écran. Donnez-nous votre avis et aussi aidez-nous à trouver la future thématique de notre prochaine édition. Parmi les répondants à l'enquête, 3 seront tirés au sort et remporteront l'ouvrage cité ici, Le choix d'Édith. Le choix d'Édith.
Je me Le réjouis livre pour les 3 cœur personnes qui de vont. Nathalie. C'est mon coup de cœur absolu. Voilà, qu'il faut absolument lire et que j'ai acheté moi aussi d'ailleurs. Ah aussi. là là, je me réjouis pour ces 3 personnes qui vont pouvoir se plonger dans l'univers fantastique d'Edith. Elle est merveilleuse. Voilà, donc je vous rappelle que le webinaire ainsi que son PowerPoint seront disponibles en replay dès la semaine prochaine sur le site de Phoebe. N'hésitez surtout pas à vous y rendre. Vous y trouverez toutes nos initiatives ainsi que notre catalogue de formation pour les travailleurs du non-marchand. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie, cher public, d'avoir répondu positivement à notre invitation et d'avoir participé à ce webinaire. Nathalie, je vous laisse le mot de la fin. Vous avez 2 minutes pour conclure. J'aurais pas besoin de 2 minutes. Ouais. Ce que j'ai vraiment envie de vous souhaiter de tout mon cœur, c'est que ce mot de la fin soit pas un mot de la fin, mais un mot du début. Ne me croyez pas. Testez. Testez. Voyez ce qui marche pour vous. Prenez ce qui vous plaît, jetez ce qui ne vous convient pas, puisque j'ai tout à fait confiance dans le fait que c'est vous qui savez bien mieux que moi comment vous fonctionnez. Et respirez. Respirez. Il ne peut rien arriver quand on respire. Et je vais peut-être citer John Lennon, que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup cette citation qui dit « À la fin, tout va bien. Si ça ne va pas, c'est que ce n'est pas encore la fin. » Merci en tout cas. Et à bientôt, c'est moi qui finis. Alors je finis. Au revoir et tout le meilleur pour vous. Merci beaucoup.